Bonsoir les occultes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir d'abord les modos, Luciole littéraire, Rigel qui sont présents. Bonsoir les membres, bonsoir Nick Fury, bonsoir Adrien Roulette. Et bonsoir Lorenzo92 qui est avec nous ce soir et qui passe membre. Merci beaucoup pour ton soutien, merci, merci, merci. Si vous ne connaissez pas Lorenzo92, c'est un artiste de talent puisque c'est à lui que nous devons les Warren façon Team Rocket. C'est à lui que nous devons la Warren Ball. Et c'est lui, c'est son idée de génie. Donc si vous ne le connaissez pas, allez suivre son travail sur Twitter, sur Instagram, où vous pouvez. Voilà, merci Lorenzo et coucou. Salut Laurette aussi qui est là, je vois qu'il y a du monde ce soir. Bonsoir tous les petits choux, bonsoir Angélique, bonsoir Rania, bonsoir Fred, bonsoir Création 16, bonsoir Alice, bonsoir Lucille était une fois, bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde, bonsoir Espoir, bonsoir Sam. Sur ce petit live, je vais être tout à fait honnête avec vous. Pour une fois, j'ai pas mon carnet de notes. J'ai pas pris de notes pendant la série parce que très sincèrement, je pense pas que ce soit nécessaire. Et je pense pas qu'on fera les 2 heures dessus. On va en parler, bien sûr. En fait, je veux surtout votre avis et voir si vous êtes un peu sur le même mood que moi. Et en fait, la deuxième partie, s'il nous reste du temps, et je pense qu'il nous en restera, on fera une FAQ improvisée. Vous poserez toutes les questions que vous voulez, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Pour voir un petit peu ce qui vous fait envie. Voilà. Et puis, si vous avez les questions habituelles de est-ce que vous allez faire une vidéo sur, et ben là, ce sera l'occasion d'y répondre. Voilà, les petits choupis. Et ben Lorenzo, bisous, bonne visualisation, on va pas te spoil parce que c'est sûr, pour ceux qui l'ont pas vu, on prévient, on va spoil beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bienvenue, Jérémy Papegay. Jérémy Papegay, j'espère que je l'ai bien prononcé. Bienvenue en tant qu'elfe. Salut Oti. Alors, je vous avoue que cette série, quand elle a été annoncée, quand on a vu la bande-annonce, j'étais pas hyper joyeuse. J'étais pas super joyeuse parce que, je crois que je l'avais déjà dit dans un autre live, je le sentais moyen parce que ce qui rend pour moi la famille Addams intéressante, c'est que c'est une famille entre guillemets bizarre dans un monde de gens normaux et finalement c'est la famille la plus fonctionnelle. Ce sont ceux qui ont la plus belle cohésion et finalement ce sont peut-être les moins étranges et les moins méchants tout en étant les plus surprenants. Et là, le fait de nous mettre mercredi dans une école avec des gens tout aussi étranges, je me suis dit on va perdre complètement la quintessence même de la famille Addams. Et c'est pas totalement faux. Ouais. Donc oui, j'ai vu que ça discutait avant que j'arrive. Tim Burton, on a beaucoup dit la série de Tim Burton, la série de Tim Burton. Tim Burton n'a réalisé du coup que 4 épisodes de la série, les 4 premiers. Et les producteurs sur le reste, parce qu'en fait, c'est lui qui a les droits, qui détient les droits de la famille Addams aujourd'hui. Et personnellement, j'ai trouvé que les épisodes de Tim Burton n'étaient pas forcément les meilleurs non plus. Voilà, on va y aller. Pour ce qui est, on va commencer par le casting. On aime bien commencer par le casting. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Très très déçue par plein de choses. Alors, l'actrice principale dont j'ai oublié le nom, honte à moi, je l'ai répété dans ma tête toute la journée. Jenna Ortega, merci. Jenna Ortega joue très bien. Il n'y a rien à dire, elle joue super bien. C'est propre, c'est clean. Oui, je sais, elle ne cligne pas des yeux pendant la série, mais ça c'est un truc qu'on avait repéré. C'est un truc qui avait déjà été repris et qu'on trouve en fait dans pas mal de films où on présente des tueurs en série. Souvent on leur fait pas cligner des yeux, comme si c'était inhumain. Mais je trouve qu'elle joue très bien. Elle est légère. Voilà, l'actrice joue bien. L'actrice n'est absolument pas le problème. Elle joue très bien, elle incarne bien le personnage. Niveau visage, elle est quand même excessivement jolie. Voilà. Pour ce qui est des parents, Morticia, méga grosse déception personnellement. Parce que, quand même, comment dire ça proprement, quand on se paye une actrice pareille, on s'attend à autre chose. Et là, j'étais super déçue, quoi. Catherine Zeta-Jones,
c'est une actrice qui a fait tellement de trucs fabuleux, tellement de trucs incroyables, et là, on dirait une plante, quoi. C'est nul. Et donc, Louis Gouzam, pardon, peut-être fait de la dyslexie là. Euh, Lui, en soi, je le trouve pas trop mal, en fait. Un peu chouinou, mais par rapport à Morticia, je trouve qu'il fait plus le taf, en tout cas. Et puis, pour le petit frère, là, c'est Pugsley, c'est un gros raté, mais heureusement, on le voit pas beaucoup. Voilà. Euh, elle manque de la classe magistrale mystique et brumeuse de Morticia. Oui, je suis complètement d'accord. Et puis elle a ce côté un peu chouinette, un peu ouin-ouin. Oh, ma fille m'aime pas, me le montre pas, ça colle pas en fait. Là, je trouve qu'ils sont vraiment passés à côté, à côté de l'esprit un peu de la famille Adams. Mais bon. Euh, je trouve qu'ils surjouent pas assez, je trouve qu'ils en font pas assez des caisses, et surtout pas sur les bonnes choses. Mais bon, voilà. De toute façon, il y a des. En fait, j'ai l'impression que cette série. Bon, il y a des avis mitigés, mais quand même, il y a des gens qui ont détesté. Et puis, il y a des gens qui ont vraiment mais, adoré, quoi. Qui se la font plusieurs fois de suite, qui s'éclatent. Moi, je suis vraiment mitigée sur le truc. Hein. J'ai regardé un petit peu ce que vous dites. Bugsley en grosse victime aussi. J'ai pas compris. Le perso était censé être aussi taré que sa sœur. Oui, c'est la victime de sa sœur, certes, mais il est complètement fumé normalement. L'oncle fétide est bien par contre. Oui, mais par contre, il arrive tel un un Deus ex machina, un gros cheveu sur la soupe. Ah, mais tu ne sais pas quelle est cette créature, mais heureusement, ton père m'avait enfermé dans la salle, blablabla. Donc je suis tombée sur le bouquin, quelle chance. C'est un peu gros, quoi. C'est même trop gros, des grosses ficelles comme ça, c'est un peu. J'ai un peu de mal. Euh, J'ai trouvé le rôle de Morticia assez mal amené, mais je penche plutôt pour une mauvaise direction d'actrice. Ah oui, mais c'est ça. Et puis, enfin, je pense que on n'est même pas tant dans la mauvaise direction d'acteur pour moi que dans la mauvaise écriture scénaristique. Je suis plus déçue par Gomez, bah, vous voyez. Un Riverdale gothique. Alors pour moi, on est sur un Harry Potter gothique, mais on en parlera plus tard. Euh, Elle aurait réagi comment de base Morticia. Pour moi, quand sa fille dit maman, tu me fais souffrir, elle aurait dit je sais ma chérie, avec un grand sourire, je suis ravie de t'entendre dire ça. Que sa fille veulent pas de contact physique, ça lui fait mal. Elle fait oh, merci pour cette souffrance. Elle devrait la remercier. Il y a quand même un côté légèrement j'extrapole, hein, mais un côté un peu SM finalement dans les relations de la famille Adams. Et c'est ça qui est aussi assez fun. Euh, oui, la chose est une réussite, on est tous d'accord. L'acteur qui fait la chose est fabuleux. Voilà. Ouais, la chose, c'est sans doute le meilleur perso. Euh, Il n'y a pas photo. Maxime dit autant la série en soi est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec la famille Adams, celle qu'on la connaît. Que ce soit la version des années 60 ou 90. Les liens familiaux, c'est n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord. Perso, mon préféré dans les Adams, c'est le second film, Les valeurs de la famille Adams. Du peu que j'ai vu, cliché, prévisible, teen. Alors, si, j'ai bien aimé. Elle est là. La colocataire de mercredi, je l'aime bien, moi, la petite choupette. La petite choupette qui fait. Je sais plus comment elle s'appelle, la chouquinette. Emma. Emma Myers, c'est ça. Mm. J'aime beaucoup la petite choupinette Enid. Elle est cool. Elle est touchante, cette petite loup-garou. Dès le début, elle est presque plus angoissante que mercredi, finalement. Mais ouais, j'aime bien. Je la trouve très chouette. Elle est intéressante, elle est minouche. Elle est plus complexe, finalement, que le personnage de mercredi. Voilà. Bon, très bonne surprise avec la directrice, quand même. Je savais pas qu'elle était dedans. J'avais pas vu. J'adore cette actrice. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Euh... Joy Sunday, je crois. Non, pas du tout. Oui, l'actrice qui joue aussi dans Game of Thrones, qui joue aussi dans Hunger Games, qui fait la directrice, elle est fabuleuse. Elle joue excessivement bien, elle est excessivement dérangeante, à quel point qu'on sait pas trop si elle est plutôt une alliée ou plutôt une ennemie. J'ai trouvé ce personnage finalement peut-être le plus réussi de la série après la chose, quoi. Les loups-garous dans cette série m'ont fait marrer en mode toutou sa mère, ça m'a fumé. Oui, mais ça c'est plutôt fun parce que en soi ça peut coller complètement à l'esprit un peu décalé de la famille Adams, quoi. Euh,
C'est de la classique de la série pour ados produite par Netflix, La famille Adam, c'est un prétexte au final. Alors moi j'ai vu des mécaniques vraiment d'Harry Potter, pour le coup. Juste je vous explique pourquoi ça m'a fait cet effet-là tout le temps. Tout le long. Euh, Enfant étrange au destin prophétique arrive dans une école. Il découvre que tout le monde connaît mieux ses parents que lui et leurs secrets. Se retrouver avec enfant ayant l'air d'avoir peu de moyens dans la même chambre devient son ami. En gros, la coloc de mercredi, Enid, enfin c'est Ron quoi. Et quand on voit la bande, la meute de loups avec lesquels elle vit, pour moi on est complètement dans l'esprit Weasley. Bon, ne parlons pas des scènes à l'extérieur, comme on a dans tous les films Harry Potter, dans l'espèce de cour intérieure. La directrice avec son grand bureau, la statue qui tourne pour accéder à une pièce, avec le mot de passe. Bon, claquement de doigts, on l'a un peu vu venir, mais bon, au moins ils l'ont calé. On voit qu'un seul cours pendant toute la série, c'est que le cours de botanique. Et comme par hasard, c'est le professeur de botanique qui est le méchant de l'histoire, un peu comme dans Harry Potter, où quand le problème c'est Quirrell, on voit quasiment que les cours de Quirrell, quand le problème c'est Gilderoy Lockhart, on voit que les cours de Lockhart, j'ai l'impression qu'ils ont qu'un cours par année, bah là ça m'a fait exactement le même effet. Voilà, en soi c'est pas dérangeant parce que Harry Potter, c'est ça a pu approuver, on a pu approuver que c'est une méthode qui fonctionne. Mais en fait, j'ai l'impression de voir un Harry Potter version gothique. C'est pas désagréable. Et je suis pas une grande fan d'Harry Potter, donc même si je les ai tous lus, je suis pas une grande fan, donc en soi, je suis sûre qu'il y a des Potterheads qui vont se sentir un peu insultés par le truc. Oui, la cheminée de la porte qui ressemble à la chambre des secrets aussi, avec la gorgone, non mais je suis d'accord. Il y a vraiment une ambiance Harry Potter, mais juste version gothique. C'est pour ça, il y aura clairement une suite, on va suivre toutes les années scolaires, exactement comme Harry Potter, quoi. J'ai vraiment senti cette mécanique pareille, l'espèce de tournoi où il y a 4 groupes. Quand vous regardez les 4 couleurs des 4 groupes, on est sur les 4 couleurs des 4 maisons. On retrouve beaucoup, en fait. Ça, c'est clairement Harry Potter gothique avec une fille. C'est tout. C'est pas... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites un peu? La menace de l'expulsion aussi servait à rien niveau tension. Elle fait le sbeul 6 épisodes au calme avec des menaces d'expulsion H24 et c'est uniquement au moment fatidique qu'elle se fait virer. Oui. Mais Harry Potter, c'est un peu comme ça aussi. Hein. Harry Potter plus les nouvelles aventures de Sabrina égale mercredi. Plus du gothique, mais oui, c'est ça. Trop de Deus Ex Machina. Oui, il y a trop de Deus Ex Machina dans cette série. Mais en fait, le problème de la série, c'est que l'ambiance est très agréable. Les acteurs sont pas tous délirants, mais on se laisse porter globalement. C'est pas une série compliquée, c'est pas une série qui vous prend la tête, vous entrez pas en pression, vous entrez pas en tension. Oui, le méchant est claqué au sol, par contre, ça on est d'accord. Mais bon, ça se laisse regarder, franchement. C'est pas désagréable, c'est rafraîchissant. C'est mignonnet, ça fait vraiment petite série qu'on va regarder tranquillou. J'avais plus de tension et plus d'interrogations même dans Sabrina, pour être honnête. Après, je vais pas comparer à Riverdale, parce que Riverdale, les gars, on n'a pas réussi à finir la première saison, tellement on s'est fait chier. Il y a ce côté teenage movie, oui. En même temps, ça correspond à l'âge du personnage. Mais il y a vraiment eu pour moi de gros ratés sur le personnage de Mercredi, notamment sur les répliques. Vous savez, dans les films, elle a toujours la petite réplique sympa, le petit truc qui claque. Qu'avez-vous fait du bébé? Quel morceau? Voilà, c'est les bonnes répliques de Mercredi, c'est un peu la quintessence du personnage, et c'est très cool. Là, c'est toutes les 3 minutes qu'elle sort une réplique comme ça. Il y en a tellement qu'on s'étouffe. On s'étouffe tout le temps, on respire plus. Tout le temps elle nous sort une réplique quand elle se fait attacher par les Belladone. Je me suis détachée en 2 minutes. Elle va pour se barrer, il y en a un qui essaye de l'empêcher de sortir. Elle lui dit si tu veux je peux te casser le nez, ou je sais plus ce qu'elle balance. Elle fait le tour, elle s'arrête dans les escaliers, elle leur jette un regard. Je dis elle va juste leur jeter un regard et se barrer. Et non, elle leur ressort encore une réplique de merde avec c'est à cause de comment elle dit, de débutants en gros comme vous
que les kidnappings ont mauvaise réputation. Cette réplique est de trop. Regardez, je suis Mercredi Adams, je sors des répliques un peu rigolotes, mais c'est toutes les 3 minutes, on en a ras le cul. Voilà, bref. Ah oui, revoir Christina Ricci, c'est toujours un plaisir. Oui, mais Mercredi est plutôt silencieuse de base, parce qu'en fait, elle va parler, mais clac. Mais le peu de fois où elle parle, c'est efficace. Et là, elle parle tout le temps, 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 tout le temps. Elle se plaint qu'Enid fait du bruit, mais elle est toujours en train de déblatérer. C'est drôle, moi je la trouvais pas ouf niveau punchline Mercredi. Plus de quantité que de qualité. Bah oui, mais c'est ça le problème. Je trouve qu'il y a tout le temps des punchlines. Et au bout d'un moment, c'est plus drôle quand on s'emmerde. On les sent venir à 10 000. Ça fait chant contre chant, chant. Et là, elle sort la réplique. Et c'est tout le temps comme ça, toute la série. Et c'est relou. C'est relou. Bref. Elle s'est déjà considérée. Attends, ça va pas tellement déranger dans les films. On avait des scènes avec Mercredi sur 1h30. Là, on a 8 épisodes avec juste ce personnage. Oui. Après, c'est une série avec. On bascule pas sur les autres membres de la famille. Ouais. Par contre, c'est un peu une Marissou cette Mercredi, non? Franchement, je saurais pas dire. S'il y a un autre truc qui m'a gavé, quand elle voit son ancêtre dans le passé, dont j'ai oublié le nom, et très sincèrement, je m'en cogne un peu. Je déteste quand ils font ça, quand ils veulent faire un ancêtre, ils prennent la même actrice. Ils ont juste changé la couleur de perruque. C'est chiant. Il n'y a pas d'effort, quoi. Goody, c'est ça. Et c'est chiant, en fait, ce fait de reprendre la même actrice. Comme si, de génération en génération, tout d'un coup, paf, on retrouve exactement la même gueule. Avec juste les cheveux qui changent, c'est quand même commode. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve vachement souvent et qu'on retrouve il y a vachement souvent dans des années. Et là, c'est plus, pour moi, c'est plus admissible un truc comme ça. C'est devenu relou, c'est casse-couille et ça fait vraiment, j'ai pas fait d'effort sur le casting, quoi. Que penses-tu du fait de lui donner ce pouvoir de vision? Bah, je pense que ça apporte rien à l'histoire et qu'on aurait très bien pu faire sans. En fait, ces visions, elles font pas avancer le schmilblick pour l'instant. Alors peut-être, vu qu'il va y avoir plusieurs saisons clairement, et qu'on n'a pas encore fini de décortiquer cette histoire, pourquoi pas que ça servira plus tard. Mais pour l'instant, dans la série, si vous retirez les visions, ça change rien du tout. Mais genre rien du tout. C'est chiant. C'est pas intéressant, ça apporte pas grand-chose. Ça fait un parallèle avec la maman, mais qui est un peu foiré. Surtout que c'est étrange parce que surtout à l'époque, ça m'étonnerait que le nom de famille se transmette par les femmes et que le père de Mercredi est latino, il me semble. C'est vrai. Alors, il y en a qui sont interrogés sur mais que foutrait la famille Adams, donc latine, en Amérique du Nord, dans le Massachusetts, si je dis pas de conneries, à cette période, alors qui serait arrivée avant les colons anglais. Ça, il y a un truc dans l'histoire américaine, si je vous dis pas de conneries, il y aurait des colons qui seraient partis d'Amérique du Sud, donc des colons espagnols, et qui auraient migré, il y en a eu très peu par petits groupes, en Amérique du Nord. Et ça se passait pas trop mal en fait avec les natifs, les Premières Nations. Et c'est après, quand les colons anglais ont débarqué, que ça a vraiment été la merde. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote historique, il me semble que c'est ça. Et oui, c'est toujours le Massachusetts, on en a ras le cul du Massachusetts. Je peux plus blairer le Massachusetts, j'irai jamais dans le Massachusetts. D'autant que la mère de Goody est jouée par une actrice native. Non. Oui. Et la gamine, à la limite, Adams, elle est espagnole. Ok. On est d'accord, elle est latino, au moins. Normalement, elle est descendante de colons espagnols. Et vu qu'elle a l'air de dire qu'elle n'est pas des Premières Nations, je pense que sa mère est juste espagnole. Pourquoi elle est blonde? Je sais, ça peut arriver, mais c'est quand même méga rare. Et ça a pas l'air d'être un caractère très, 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 très fort chez les Adams, le blond. Mais bon. Hello Marie-Man Live. Mercredi, à part, y a-t-il d'autres personnages acteurs qui t'ont particulièrement plu? Oui, le mec qui fait la chose, il est très bon. Mais c'est tout. C'est tout. Mercredi est autiste dans la série. Non, ça se voit pas l'autisme en plus, c'est pas écrit sur le visage, mais non.
Blond, c'est comme l'oncle fétide. L'odeur fétide, ça vient d'Europe. J'ai pas compris. L'odeur fétide, j'ai pas compris. Sûrement le père, ils nous ont fait une Lannister. J'y crois pas. Quelqu'un peut me dire si Morticia est cousine de base avec Gomez ou pas? Non, normalement pas du tout. Je crois pas qu'ils aient de lien de parenté. Après, je suis pas une grande spécialiste de la famille Adams non plus. Moi, j'ai vécu avec les films, celui des années 90 et celui des années 60, quoi. Je pense que c'était pour le contraste White Goth et Black Goth, genre pour l'esthétique plus que pour la cohérence. Ah ouais, mais l'esthétique peut pas passer au-delà de la cohérence. C'est pas légal, ça. C'est pas possible. Ou alors elle a été adoptée. Je pense pas. Bébé pubère est devenu blond quand il était possédé. Il y a tellement de messages, Scorpion, je suis désolée si t'arrives à le remettre. Ah oui, les musiques par contre sont super agréables. Non, au moins la musique, c'est bien. Ça, c'est bien. L'esthétique, c'est plutôt joli. Ça, c'est pas très étonnant. C'est pas très facile de faire moche en fait avec des tons comme ça. À part les uniformes qui sont quand même pas jojo. Parce que celui de mercredi, ok, elle le passe en noir et blanc parce qu'elle est allergique aux couleurs. Mais bon, le reste, ça va quoi. On en parle du monstre en carton. Lequel? J'imagine que tu parles de la bestiole aux yeux exorbités là. Ah, le violoncelle noir. Alors ça a fait un truc. Le violoncelle noir, pour moi, c'est niette. J'ai trouvé ça pas fini. Je suis dure, hein, je sais, mais ça manquait d'élégance et ça manquait de détails, quoi. Il aurait fallu, je sais pas, qu'on ait peut-être la forme d'une fleur carnivore dans l'ouïe du violoncelle, juste le peindre en noir. J'avais une copine qui avait fait ça quand j'étais au lycée, quoi. Elle avait fait peindre son violoncelle en noir et c'était pas Mercredi Adam, ça manquait d'esthétique, ça manquait d'élégance. Je sais pas, un petit détail au bout de l'archet avec un crâne ou une queue de scorpion. Il manque, enfin, l'esthétique est globalement très jolie, mais quand on regarde dans le détail, que ce soit les accessoires ou les décors, ça manque un peu de finesse quand même. Après, c'est peut-être un problème de budget, mais j'ai trouvé que ça manquait de finesse. Il y a une différence entre être mise en... Oui, merci, je vous laisse expliquer. Le monstre était dégueu. Ouais, le hide, c'est ça. Merci beaucoup, Maedria. Maedria, merci. Le hide. Ouais, il était pas beau. Il m'a fait penser au bébé warg, au proto-warg dans Les Anneaux de Pouvoir, en fait. Globalement, il avait les mêmes yeux. On aurait dit un chihuahua enragé, mais géant. C'était pas ouf. Mais bon, c'était pas foufou, quoi. C'était pas foufou. Je me demande ce qui vous a le plus... en fait, le hide, j'ai entendu beaucoup que les gens n'avaient pas aimé les effets spéciaux. Par contre, Enid, je sais plus, je crois que c'est ça. Je suis désolée, j'arrive pas à retenir les noms. Enid, c'est ça. En loup-garou, j'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé plutôt joli. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la scène où elle se bastonne avec le hide après avoir enfin réussi à faire sa transformation, sa mutation. J'ai trouvé cette scène hyper touchante parce que c'est une gamine qui est flippée de tout, qui est assez inquiète, assez anxieuse. Et là, elle est prête à donner sa peau, elle manque de crever, elle se bat avec toute sa force. Et j'ai trouvé ce moment-là, pour le coup, touchant. Mais parce que j'aime bien le personnage d'Enid, je la trouve minouche. J'ai préféré le personnage d'Enid au personnage de Mercredi, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. On aurait dit un animagus avec un... Oui, je suis d'accord, c'est un peu le même système. Ils ont pris un peu la même apparence de loup. D'ailleurs, la plupart des loups-garous, depuis Harry Potter, ont plus ou moins cette gueule-là. Il n'y a que Underworld 3 qui avait essayé de faire un truc un peu différent. Et c'était franchement pas Jojo. C'est drôle, niveau design, j'ai préféré le hide au loup-garou. Eh ben, tu vois. Il y a plein de gens que ça n'a pas choqué non plus, hein. Ah, la mutation sur le combat final que personne n'avait vu venir, évidemment, mais tu as raison, c'était... C'est un peu le problème de cette série, c'est pas tant l'ambiance teenage, parce que l'ambiance teenager, on s'y attendait tous un petit peu, et c'était un peu l'ambiance, mais c'est pas ça qui est gênant dans cette série, pour moi, profondément, quand on y réfléchit bien. C'est vraiment les grosses ficelles du scénario, des très très grosses ficelles, on est à la pelote de laine, là. C'est... Mais bon.
Alors, on va parler de la danse après, ouais. Euh, Le style du monstre, c'est pour être fidèle à le style un peu pâte à modeler. Peut-être. T'as peut-être lu un truc que je sais pas, c'est possible. Que penses-tu de l'amourette? Elle se fait avoir comme fétide avec la tueuse en série. J'ai trouvé ça nul. Le côté love, en fait, de cette série m'a ennuyé. Mais à côté de ça, change pas grand-chose. Ça m'a pas... C'est pas non plus autant présent que dans Sabrina, quoi. Mais ça apporte pas grand-chose au personnage. Euh, mais bon. Pour moi, je pardonne pas l'incohérence avec l'accusation de Xavier comme étant le Hyde. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, Tim Burton a mentionné dans une entrevue qu'il ne voulait pas faire une version de mercredi trop cartoon, comme dans les anciens projets, il voulait en faire une version plus réaliste. Ah bah je sais pas ce qu'il lui faut, parce que là, niveau cartoon, on y est bien, parce que, sans déconner, que ce soit les gags, que ce soit Ouais, non, le scénario, c'est de la corde, quoi. On va aller chercher des Deus Ex Machina, on en met partout. Il y en a trop, 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 trop. Après, c'est une série qui est pas désagréable. Je me suis pas fait chier comme sur Riverdale. Putain, je vais y arriver, crognonieux. Où là, on n'a pas tenu. J'ai pas pété des câbles comme devant les Anneaux de Pouvoir, mais je me suis pas non plus hypé comme devant Game of Thrones, la danse des dragons, là. C'est pas possible. Je ne retrouve pas le style de Tim Burton dans ce projet, j'attendais un vrai comeback. Bah moi je pense décidément que la théorie qu'on avait émise tous ensemble la dernière fois est bonne. En fait le génie de Tim Burton était sans doute dans Helena Bonham Carter. Parce que depuis qu'ils sont plus ensemble, il fait de la merde. Ou c'est pas ouf ouf quoi. Alors... Ou Sandman. Oui, Sandman c'était bien. Sandman j'ai passé un super bon moment. J'ai pleuré même sur certains épisodes à très chaudes larmes. J'ai eu de la pression. Il y a des moments pas bons. Mais il y avait des trucs super cool. Voilà. Mais c'est pas non plus transcendant et c'est pas pour autant mauvais. Voilà. Elle m'a fait un effet de ouais sur 20. C'est-à-dire que si quand la saison 2 sortira, je la regarderai personnellement. Je sais pas vous, mais ce sera pas en me disant oh ce soir je me pose regarde la deuxième saison. Ah non 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 non, ce sera bah tiens j'ai rien à regarder, je suis fatigué, j'ai envie d'un petit truc pépère, pas prise de tête, bah je vais mettre ça quoi. Alors ah non, Tim Burton est le maître du gothique et il l'a de nouveau démontré. Je suis pas du tout d'accord, mais genre pas du tout. C'était le maître du gothique. Et on parle, par exemple, enfin, il y a des trucs qui, dans l'esthétique gothique, pour moi, ne rentrent pas d'abord. Il y a cette idée de culture. Et mercredi, elle écrit un bouquin. Ok, c'est cool, c'est génial. Mercredi, écrive un livre, c'est génial. Vous avez, excusez-moi s'il y a du bruit, c'est les chiens qui boivent. Vous avez vu le scénario de son bouquin, avec les conflits avec sa mère, gna gna gna, et machin, et détective scorpion, là, je sais pas quoi. C'est cucu. C'est cucu. C'est pas possible. Et là, on n'est pas du tout dans le concept gothique. Elle devrait écrire des lamentations, comme Baudelaire. Ou elle devrait écrire un truc à la façon des contes de Maldoror, un peu de poésie, bordel. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment des trucs qui rentrent pas, en fait, dans le truc classique gothique. Et puis, il faut arrêter avec Edgar Allan Poe. On aime beaucoup Edgar Allan Poe, mais j'en peux plus d'Edgar Allan Poe. Dès qu'on nous sort un truc gothique, on nous cale Edgar Allan Poe. C'est pas le seul représentant, bordel, scrognonieux, j'en peux plus d'Edgar Allan Poe, je peux plus le piffrer à force. Pourtant, j'adore ce qu'il fait. Burton n'a rien fait de poétique depuis longtemps, il a perdu ce truc. Oui, et le gothique, c'est poétique. Et là, ça manque. Oui, Guillermo del Toro est beaucoup plus, finalement, dans les principes gothiques aujourd'hui, je suis d'accord. Du coup... Ah, Alexandre intervient. Edgar Allan Poe, c'était drôle dans South Park. Oui, c'est ça, Edgar Allan Poe, c'était drôle dans South Park, il a complètement raison. Mais j'en peux plus, en fait. C'est partout, c'est tout le temps, dès qu'on a un truc gothique. Oh, Edgar Allan Poe, ça suffit. Stop. Foutez-lui la paix. Euh... Oui, Edgar Allan Poe, c'est une institution, mais pas qu'aux USA, c'est une institution en France, mais ça suffit. On en a d'autres, des auteurs qui sont
bordel, touché à Baudelaire, c'est quand même un génie dans le domaine. Ah, le cabinet de curiosité. Ça, c'était bon. Ça, c'était très bon. Ça, c'était une putain de réussite. Vous avez trouvé que mercredi, c'était beau dans l'esthétique, mais que ça manquait d'esprit gothique pur et que ça manquait surtout de délicatesse et un petit peu de nuance. Et de... Ouais. Allez regarder le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Ça, c'était un putain de bijou. Il y a Lovecraft. Alors, Lovecraft, on n'est pas tout à fait dans le gothique. Hein. C'est très... Voilà. C'est un monument, la littérature, mais on n'est pas dans le gothique. Pour moi. Bonsoir, techniquement Edgar Allan Poe, c'est pas vraiment du gothique, c'est du fantastique avec des codes gothiques. Oui, mais aujourd'hui, dans le monde gothique, il a quand même été représenté et en fait, surtout surreprésenté, on en a marre. Oui, voilà, pour moi, Lovecraft, c'est pas du gothique. On n'est pas du tout dans le gothique. On est dans le fantastique. On est dans le fantastique noir. On est dans le dark fantastique, mais on n'est pas dans le gothique. Le gothique, il y a quand même cette nuance de culture, d'élégance, de distinction, de raffinement. Voilà, il y a ce raffinement. Et là, j'ai pas retrouvé de raffinement dans le scénario, j'ai pas retrouvé de raffinement dans les dialogues, j'ai pas retrouvé de raffinement dans les costumes. La robe de Morticia est une déception monstrueuse. Avoir Catherine Zeta-Jones pour la foutre dans une robe comme ça, c'est nul. Bref. Sleepy Hollow est dans l'esthétique gothique parfaite. Voilà, Sleepy Hollow, tu as raison. M4 au moustache. Oh, il y a un piège moustache, il n'y a pas écrit moustache. Oui, Sleepy Hollow est une parfaite représentation d'un film à l'esprit gothique. Tout à fait. La robe de Morticia de Shane. Ouais, c'est ça, t'as tout dit. T'as tout dit. C'est complètement ça. C'était nul. J'ai bien aimé le cabinet de curiosité, très inspiré Alfred Hitchcock présente. Oui, complètement. C'est complètement dans le même esprit. Et puis moi, j'aime beaucoup qu'on ait plein de réalisateurs différents, avec plein d'histoires différentes. Donc en fait, on s'embarque dans une histoire, on y reste, et on y reste un temps. Et hop, on va passer à autre chose. L'esprit part dans tous les sens. C'est une vraie réussite. Oui, dans Sleepy Hollow, effectivement, il y a Christina Ricci et pour moi, c'est son plus grand rôle. Mais je vais y arriver. Moi, je suis déçue. Morticia flottait dans les 90. On a perdu cet aspect mystique du personnage. On a tout perdu sur Morticia. Alors, elle est très belle, mais ça s'arrête là. Elle a pu cette espèce d'aura incroyable et surnaturelle. Et c'est juste une madame maman lambda un peu gnangnan. Alors, perso, ce que j'ai pas compris, c'est qu'à aucun moment on nous explique le lore. Du coup, quel est le pourcentage de normies et de cast parce que c'est 50-50, je comprends pas pourquoi. Alors moi, ce qui m'a plutôt gêné, tu vois, c'est que on nous explique pas le lore et on a l'impression que tout le monde sait... Enfin, que tous les normies sont au courant que ça existe, les loups-garous, les machins. Mais il n'y a pas de panique mondiale, tu vois. Tout va bien. C'est un peu bizarre, ça. Vous allez tellement vite. C'est quoi ton film d'horreur préféré ? Ah. Alors, j'ai rarement peur devant les films d'horreur. Je suis red dingue en film, hein, en série, vous savez, mais en film Mama, que j'adore. Qui est produit, si je dis pas de conneries, par Guillermo del Toro, pas réalisé. Mama, pour moi, c'est un bijou, je pleure devant. J'ai mon petit cœur qui tape, j'ai envie de rentrer dans la télé, d'attraper Mama et de la serrer contre moi. Ou l'orphelinat aussi, dans le même genre. Mais voilà, les normies, les moldus. On est clairement dans le même délire. Et j'ai l'impression que la petite ville à côté, c'était Préolard, les gars. Oh, pour aller à Préolard, machin, faut attendre. Enfin, voilà. Les vampires avec les lunettes de soleil, oui, c'était tout pété. Je suis complètement d'accord avec toi, Léna. Donc bon. Mama, c'était le truc avec Jennifer Lawrence. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Non, ça c'était Mother, le truc avec Jennifer Lawrence. Mama, c'est un film d'épouvante. Pas un film d'horreur, c'est pas un film gore, c'est un film d'épouvante. C'est splendide. C'est beau. Mais moi, j'aime quand les histoires d'angoisse sont finalement des histoires d'amour, en fait. Et c'est pour ça que j'adore Hill House, qui est clairement une histoire d'amour plus qu'un film d'horreur ou une série d'horreur. Et Mama, pour moi, c'est un peu dans la même veine.
Voilà. Il manque aussi du camp des colons qui crament. C'était pas avec Nicolas Coster ou Waldo, Mama. Je ne sais pas. Qui c'est ça? Dans Mama, je peux vous dire qu'il y a le mec qui fait... Comment il s'appelle? Le frère Lannister, là. Celui qui couche avec sa sœur, mais bref. J'ai dit à mon mari ce soir que la série ressemble à un mix entre Harry Potter et Twilight. Mama, très bon film, beau, triste, un vrai ascenseur émotionnel. Oui, c'est beau, j'adore. C'est très très joli. Jamie Lannister, voilà. Et cet acteur-là joue dedans. Et il est très très bon. Oui, Mama, on pleure, et en fait c'est un film terrifiant, et une fois qu'on l'a vu une fois, on veut le revoir en se disant oh, je veux le revoir, c'était beau, il y a tellement d'amour. Et puis en fait la deuxième fois t'as plus peur, mais t'es triste, quoi. Et c'est ça qui est magique. Le village Normie est soi-disant difficilement accessible et impossible de s'enfuir, mais la moitié de la série s'y passe et on ne compte pas le nombre de virées nocturnes, je suis d'accord. Mais c'est un peu comme Poudlard, hein. Ils en sortent tout le temps, c'est censé être une école super sécurisée. Ça sort, ça rentre comme dans un moulin, et l'école, c'est la même, et la ville des Normies, c'est pareil. Puis la thématique de l'enfant sauvage est super intéressante dans Mama. Oui, non mais tout était très beau dans Mama. Il y avait une vraie réussite. Moi j'ai adoré le labyrinthe de Pan, mais je suis vieux. J'ai beaucoup aimé le labyrinthe de Pan, mais j'ai beaucoup souffert sur les scènes de la répression de Franco. Enfin la répression par les hommes de Franco. Ça a été super. Il y a un passage très très violent d'un mec qui se fait casser le nez avec une bouteille, et ce truc-là m'a juste filé une gerbe terrifiante. Du coup, en général, je passe parce que j'en vois pas la nécessité. Je trouve que le truc est filmé d'une façon horrible. Où est passé le Gomez passionné qui se bat à l'épée pour l'amour de Morticia, un large sourire au coin des lèvres, une pirouette et des compliments pour son adversaire? Il est mort. Il est mort, à mon avis. Il est mort avec le projet de Burton. Parce que vraiment, c'est cacaboudin. Le film La colline a des yeux, je n'aime pas. Je n'aime pas les films gore, en fait. J'aime pas quand c'est cracra pour être cracra. Je vois pas l'intérêt d'insister sur des boyaux, des difformités ou pour dire oh ça fait peur. En fait ça m'ennuie, mais d'une force. Je suis vraiment pas fan ni de La colline à des yeux ni des sauts. Du coup j'aime pas les slashers. Tenez-vous pour dit. Tout ça c'est des trucs qui m'ennuient. Voilà. Bah écoutez, 37 minutes quand même, on a réussi à en parler 37 minutes de ce machin. Si vous avez autre chose à dire, c'est le moment, parce que je passerais bien à autre chose. Oui, moi j'ai vu Massacre à la tronçonneuse et je me suis fait chier, j'aime pas les slashers. Ça m'ennuie. Alors, il y a Johan qui prend un pari quelque part. Il dit dans la saison 2 de Mercredi on a découvert qu'il y a une grosse bébête dans les caves de l'école. Façon Harry Potter. Ok Johan, on verra ça. On en reparle du coup dans un an. Tac tac, labyrinthe de Pan. Ah, c'est bien, labyrinthe. Ah oui, la danse de mercredi, on en a pas parlé. Bah oui, vous avez raison. Je trouvais ça un peu gênant. Je crois que c'est personnel. Je trouvais ça un peu gênant. Je sais qu'il y a des gens qui ont surkiffé, qui ont vraiment adoré ce passage, qui l'ont trouvé hyper décalé. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement cliché finalement. Et en fait, je vous avoue que je m'attendais à ce qu'elle danse un tango à cause de ses parents. Voilà, je m'attendais à un putain de tango incroyable, à quelque chose de très hispanique. Pas trouvé ça ouf et ça m'a un peu mis mal à l'aise en fait. Mais après, c'est peut-être perso, hein. Ah, toi aussi t'as trouvé ça gênant. Moi j'ai bien aimé. Moi ce que je trouve gênant, c'est tous ceux qui reprennent la danse sur TikTok. Oui, mais si elle est gênante sur TikTok, pourquoi est-ce qu'elle le serait pas dans la série? C'est gênant, c'est gênant. En même temps, elle est faite pour être gênante, la danse, c'est dans l'idée. Ben, je suis pas d'accord en fait. Elle est pas faite pour être gênante pour moi, parce que c'est normal. Idem pour la danse. J'ai pas du tout aimé cette scène de danse. Alors, elle veut absolument pas être comme ses parents, n'empêche que quand elle arrive, elle défie quand même la sirène au fleuret, parce que son père est un grand épéiste. Donc pas être comme ses parents, pas être comme ses parents. Il remercie son père qui lui a appris plein de choses, tout ça. Enfin, ça colle pas trop, quoi. Ça manque de raffinement, c'est ça, mais c'est ce qui manque à toute la série, un peu de raffinement. Ça manque vraiment de raffinement.
J'ai trouvé la danse géniale, c'était un peu l'esprit mercredi repoussant. Mais j'ai pas trouvé ça repoussant, moi. Pas à ce point-là. J'ai cru que c'est juste un AVC. J'ai tenu 2 minutes, c'est un sacrilège cette série, une honte monumentale. Je trouve que Mercredi est beaucoup trop gentille. Le problème c'est que Léa Adams avait une classe incroyable et là plus du tout. J'ai trouvé ça gênant aussi, j'étais mal à l'aise. C'est sa mère qui est épéiste dans cette version. Ah oui, ça aussi c'était un peu bizarre. Sa mère était la capitaine d'escrime, ça a pas de sens non plus. Ça, enfin, quand on a vu les autres films, quand on a vu un peu tout le délire, c'est surtout Gomez qui est, c'est sexiste, mais c'est surtout Gomez qui a l'épée. C'est bien de vouloir tuer des clichés sexistes, mais pas au point de dénaturer les personnages, quoi. Limite d'échange avec son père était plus intéressant qu'avec sa mère, comme le passage. Oui, je suis d'accord, le passage en tôle avec son père était un peu plus intéressant que tous les passages avec la mère compris. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de mainstream et divertissant pour ceux qui connaissent pas les films d'origine. C'est sexiste parce que, en fait, quand tu regardes les vieux films, Morticia était un petit peu victime et elle aimait se faire torturer. Et le mec, à côté de ça, il se battait à l'épée et elle était là. Ah, Gomez, sauve-moi. C'est un peu sexiste. Donc, ça rentre dans un cliché habituel qu'on a vu et revu avec la princesse qui se fait sauver par le prince. Bref. Et là, ils ont voulu tuer le truc en disant que c'était Morticia qui était une génie de l'escrime. Sauf que de ce qu'on connaît des personnages, ça colle pas. C'était un peu dommage. Non, je dirais vraiment pas que c'est de la merde, franchement. C'est juste pas. C'est pas la série de l'année, quoi. Vraiment. Alors, la com dessus est insupportable. J'en ai ras le cul d'ouvrir Instagram, d'ouvrir Twitter et de tomber à chaque fois sur un truc de Netflix sur mercredi. Et regardez notre série. Oh là là, et regardez. Oh, et on a fait un jeu avec les acteurs. Oh, et on va voir quel acteur rigole pas. Oh, et elle est venue, elle était couverte de faux. Franchement. C'est lourd à force, en fait. C'est bien la promo, c'est un truc qui est nécessaire, c'est un truc qui est important. Mais faut que ce soit valorisant pour la série. Je trouve juste que ça la sert pas pour moi, la promo qu'ils font actuellement. À la limite, le doigt de la chose publié comme ça, servez-vous en mode même, ça c'était cool. C'est le seul truc de partage qui était bien. Je suis d'accord avec toi, j'ai adoré la façon dont tu as repris certaines chansons. Personne ne va parler du fait. Non. Pugsley a l'air d'être le plus normal de la famille et c'est incohérent. Oui, il a été torturé par Mercredi toute son enfance. Elle a essayé de le décapiter un paquet de fois, elle l'a électrocuté, elle l'a torturé, elle l'a bousillé, elle l'a ligoté, elle l'a enterré vivant et le gamin il est normal. S'il a un petit peu peur des autres, c'est un peu une victime. Ça colle pas. Ce passage de harcèlement colle pas. Le conflit normie versus marginaux, je trouve ça nul, cliché et déjà vu trop de fois en fait. La série était plutôt bien. Bof, au final, elle danse pendant le bal de promo, donc l'anticonformisme. Oui. Ah, je suis anticonformiste, je suis la seule à avoir mis une robe noire. Ah non. Non, 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 non. Tu serais venu en jean, ça aurait été plus anticonformiste. Tu serais venu en uniforme, ça aurait été un peu mieux en fait. Parce que c'est à ce moment-là où tous les autres n'ont pas d'uniforme. Alors porte l'uniforme violet à ce moment-là. Et tape-toi une allergie monstrueuse et c'est rigolo. Mais bon. Ah, Crackstone, allez, on va parler de Crackstone, tu as raison, Gahamoon. Crackstone qui revient d'entre les morts avec son bâton magique qui fait de la lumière. Bouh, je suis magicien. Ta gueule, c'est magique. Pourquoi est-ce qu'il a un bâton magique alors qu'il était, soi-disant, il combattait la sorcellerie. Et ta gueule, c'est magique. Je suis ton ancêtre. Je vais rentrer à l'intérieur de toi et tu vas guérir. Comment ça marche? Ta gueule, c'est magique. Non, non, c'est nul. Non, c'était nul. Le twist final était nul. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. La seule véritable scène, Adam, c'est les piranhas. Oui, et c'était la bande-annonce. Voilà. Donc on a regardé la bande-annonce, finalement. Ça suffisait peut-être. Je trouve que l'actrice ne correspond pas du tout à Mercredi. Ah bah tiens, elle était pas assez livide. Oh mais ça c'est une question de maquillage, hein, ils auraient pu forcer un peu plus. Moi j'ai bien aimé par contre la réplique de tiens, c'est fou, t'es tout en noir et blanc. Ça c'était plutôt joli. Coucou Benipi.
Ah, la référence de Carrie au bal, si, je pense que pas mal de gens l'ont vu. Il y a eu une autre nouvelle version il n'y a pas tant d'années que ça. Mais c'est pas ouf, quoi. Voilà. J'ai plus grand chose à dire dessus, donc si vous voulez bien, on va passer à autre chose. J'ai quand même des petites choses à vous conseiller parce que j'ai regardé 2 séries. Une sur le conseil de l'un d'entre vous et une autre par pur hasard, et je me suis absolument régalée, bien plus que sur mercredi. Donc je voulais vous les conseiller parce qu'elles sont clairement sous-cotées. Regardez Mal et Fils, en 2 parties. Mal et Fils, la série. Je sais plus c'est quoi le nom en anglais. C'est sous-coté, la bande-annonce me donnait absolument pas envie, ça avait l'air d'être teenage, pourri, cucu. C'est pas du tout léger. C'est super dur, c'est un peu dégueu, voire très violent. Les personnages sont intéressants, l'univers est cool. C'est sous-coté, à voir, c'est génial. Franchement, c'est... voilà, merci pour... Il y a Maxime qui vous met le nom anglais, s'il vous plaît. Et c'est génial. J'ai pas du tout envie de vous dire de quoi ça parle, très sincèrement. Il ne faut pas. Je préfère vous laisser foncer dessus. Franchement, ne regardez pas la bande-annonce parce qu'elle ne colle pas. On dirait le résumé derrière mon premier roman. Ne regardez pas la bande-annonce et jetez-vous dedans comme ça et vous allez vous régaler. Les effets spéciaux sont splendides. C'est violent. C'est pour les grands. C'est pas... On pourrait avoir l'impression que c'est teenage movie parce que les personnages sont un peu jeunes. C'est pas teenage du tout dans les problématiques. C'est violent, c'est trash, c'est politique. Vous allez vous régaler. Ah, plus violent que le 3e hémisphère. Peut-être pas que le tome 3, mais franchement, on s'en approche très fortement. Hein. D'ailleurs, Grabirel, que la plupart d'entre vous connaissent, quand elle a vu un certain épisode, elle a fait « Putain, j'ai pensé à ton livre !» Voilà. Donc, vous la trouvez sur Netflix. C'est pour ça que je vous en parle, parce que si vous avez vu mercredi, en général, c'est que vous avez Netflix. Donc, vraiment, ça, c'est un petit bijou qui, clairement, est sous-coté. Et j'adorerais une saison 2, putain, il faut une saison 2. Mais c'est très violent. Donc, si vous êtes super sensible de l'estomac, oubliez direct. Vraiment oubliez direct. Et puis, les personnages sont pas forcément super sympathiques. Hein. Vous allez avoir du mal à aimer vraiment quelqu'un. Donc, voilà. Et ensuite, une autre série qui n'a rien à voir, mais rien à voir, qui est une série française, vive le camembert, que j'ai beaucoup aimé. Je suis tombée dessus par hasard et je me suis laissée embarquer grâce aux acteurs. C'est une série française qui appartenait à France Télévisions, qui a été rachetée par Netflix. Il y a 2 saisons, ça s'appelle Mental. C'est très beau. Les acteurs sont bluffants. Vous suivez plusieurs jeunes dans un hôpital pédopsychiatrique. C'est perturbant. Les acteurs sont fabuleux, surtout le mec qui fait Simon, vous verrez. C'est un petit bijou. Et quand j'en ai parlé autour de moi, personne ne connaissait, donc j'avais envie de vous en parler. Il faut voir ça. C'est canon. Personne ne le connaît, quasiment. En tout cas, sur notre génération et sur la génération plus bas, ça ne connaissait pas. C'est très beau. C'est très très puissant émotionnellement. Donc si vous êtes un peu déprimé en ce moment ou quoi, regardez pas. Mais c'est superbe. Voilà, je vous le conseille très 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 fortement. Question violence, maléfice, c'est à combien sur l'échelle de Berserk? Ah, il y a quelques scènes, on est bien à 10 hein, sur 10, hein, c'est cacaboudin. Hein. En plus, les troubles sont très très bien représentés dans Mental, et pourtant les maladies ne sont pas forcément nommées. Oui, c'est vraiment excellent. Je me suis régalée. C'est sur France, il y a l'iné... Excusez-moi, j'ai plus mon œil droit, donc... Linéaria qui dit que c'est aussi sur France TV / si les gens n'ont pas Netflix pour Mental, pas pour Maléfice. Voilà. Donc ça, c'est vraiment 2 petites séries que je voulais vous conseiller. Si vous avez le temps... regardez ça. Les épisodes de Mental sont assez courts, si je dis pas de conneries, ça doit durer 20-25 minutes, donc c'est des petits épisodes. Mais régalez-vous parce que c'est très très beau. Voilà. En parlant de séries françaises, il y a la série L'Effondrement dispo sur YouTube de Canal, une dizaine d'épisodes. Ah, en plan séquence, très actuel. Attends, je note. Tu m'as dit...
Merci, Eva Lévy. Voilà, donc ça c'était pour les petites recommandations parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ces deux trucs-là. Et Gaël, je pense que particulièrement, mon cher Gaël, tu aimeras Maléfice, vraiment. Et l'acteur principal pour moi est très beau, mais c'est personnel, je trouve qu'il a vraiment un truc. Nova trouve qu'il a une tête de poisson. Moi je le trouve très beau. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Bref. Bah écoutez, il nous reste 1 heure à peu près. S'il y en a qui ont des petites questions sur la chaîne, sur les potentielles conventions, sur la météo de demain, je peux m'en sortir même pour la trouver. Et bah, moi, ce que je vous propose, c'est que j'étais un petit peu fatiguée, donc je voulais pas faire un live trop complexe. Donc on a fait un peu mercredi, c'était un bon sujet pour pas que ce soit trop compliqué. Donc à partir de là, bah, je vous propose qu'on papote tranquillou, qu'on se fasse une fin de live, mais hyper chill, quoi. The Boys, oui, mais on n'a pas encore regardé la dernière saison. Luciole, peut-être. Ou The Boys, on n'a pas pu regarder encore la dernière saison parce que c'est quand même ultra violent. On n'a pas beaucoup d'occasions parce qu'on regarde pas la télé quand il y a la petite. Donc The Boys pour l'instant n'est pas passé prioritaire. La météo de demain sur Mars. Alors là, tu vas peut-être un petit peu loin, chouchou. Salut Losong, bonne soirée. Bonne soirée à Herbert. Le meilleur film Burton, alors qu'il n'y avait quasiment pas partagé, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un trésor. D'ailleurs, c'est un film de Noël. C'est le moment de le regarder. Oui, on voit encore des mascocultures, je pense. J'en sais plus rien du tout. En fait, ça va dépendre si... parce que quand on a créé les t-shirts, les machins, on a regardé quelles étaient les marques les plus éthiques, quels étaient ceux qui allaient dans les tailles, les éventails les plus larges, ceux qui ne vous étranglaient pas sur les frais de port. Donc il y a la gamme YouTube, ça c'est autre chose, mais sur tout le reste, on l'a créé sur Tostadora, parce que c'est là qu'au niveau de la production, c'était le plus propre. Donc faut voir, ça dépend de ce que eux ils ont en fait en ce moment. Les noces funèbres pour Gaël sur Burton. Nova Alexandre vous dirait que c'est Big Fish. Des pronostics pour la Coupe du Monde de foot. Non, tu déconnes, d'accord, ça me rassure quand même. Édouard Romain d'Argent, certains disent. Mon cap rêve des Warren. Leur décès. Non, pardon, c'est pas bien. Oh, c'est pas gentil. Non, les Warren, j'ai pas de cas préféré. En plus, on les a pas encore tous étudiés. Donc, je peux pas vous dire pour l'instant ceux que j'ai préférés. Mais sur le dernier, je me suis bien marrée quand même. C'est Nova Alexandre qui a écrit l'épisode, qui a fait les recherches. Et quand il m'a présenté le bordel, mais j'étais morte de rire. Quand il m'a montré les photos, j'ai cru que j'allais faire pipi dans ma culotte. Beetlejuice, c'est excellent. Sweeney Todd, c'est le préféré de Flo. Big Fish et les 2 Batman. Ah ouais, les Batman, ils sortent quand même rarement. Quand les gens parlent du meilleur Burton. Teen Wolf. Je pense que je suis trop vieille. J'arrive pas, j'ai pas réussi à rentrer dans Teen Wolf. Oui, James, c'est la pêche géante, c'est génial. Teen Wolf, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai essayé 2 fois. Un peu comme Supernatural, j'ai essayé 2 fois. J'y arrive pas. Je pense que je suis vieille. Je pense que je suis trop vieille, en fait, les loulous, pour arriver à apprécier le truc, quoi. Est-ce que j'aime James Wan? Alex dirait que c'est un bon réalisateur, je pense. Je suis pas spécialement fan, très sincèrement. Non, je suis même carrément pas fan de ce qu'il fait, je m'ennuie vite et j'ai l'impression de tout voir venir à 10 fois avant, quoi. What? Burton, James et la peste géante, il est encore adapté à un roi de la... Mais c'est un vieux, il est vieux, James et la peste géante. Je regardais ça, j'étais toute petite, donc... Oui, il avait adapté, mais ça date, hein, et c'est très beau, c'est tout en stop motion. C'est très joli, c'est très triste. Hein. En même temps, Roald Dahl, c'est rarement très joyeux. Supernatural, long à finir. Bon bah voilà, comme ça règle le problème, hein. J'ai pas réussi à dépasser le milieu de la première saison. Batman, pas Barman. Les premières saisons sont longues. Oui, mais le souci c'est que c'est super dur d'aller plus loin en fait. Quand les gens me disent mais accroche-toi parce que tu verras, la saison 27 elle est géniale. Je peux pas tenir jusqu'à la saison 27 les gars. James et la pêche géante, je m'en souviens pas trop parce que j'étais petite, mais ça m'avait fait peur. Mais c'est normal, les personnages ils sont un petit peu angoissants, et puis l'histoire est vraiment super glauque quoi.
Moi non plus, j'ai plus de 30 ans. Ah, moi non plus, j'ai plus de 30 ans et j'adore Teen Wolf. Et ben voilà, merci, grâce à toi, je sais que c'est pas juste que je suis vieille, c'est juste que je suis chiante. Je vois que ça. Comment tu vas vis-à-vis de ton œil? Eh ben écoutez, il y a des jours avec et des jours sans. On n'est pas encore fixé sur si je le garde ou si je le garde pas. Il faut attendre encore un petit peu. Il reste 5 mois avant de pouvoir établir un diagnostic définitif. Donc il y a des jours où ça va bien et puis il y a des jours où c'est très compliqué. Donc, mais on s'en sort, ça pourrait être pire. Perso, Teen Wolf est de loin ma série préférée. Eh ben écoute, tu vois. Comme quoi. Il y avait plein de trucs comme ça, genre Vampire Diaries, j'ai pas réussi à rentrer dedans non plus, je suis resté bloqué, alors que j'ai plutôt bien aimé True Blood. Après, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, il y en a un qui est quand même ultra violent et pas l'autre. Pour Supernatural, il y a un court manga qui résume les 3 premières saisons, je pense. Mais tu vois, ça craint ça. S'il y a un manga court qui est capable de résumer 3 saisons d'une série, c'est qu'il tricote, il y a trop d'épisodes de filler. C'est quoi vos films inavouables préférés? Toi, c'est les Underworld. Il n'y a pas de honte, il y a plein de gens qui adorent. Le premier était une vraie réussite pour le coup, surtout à l'époque. Inavouable préféré? Moi, j'adore Babe. C'est inavouable parce que c'est pas bien, mais j'adore Babe. Quand j'ai un coup de mou, si j'ai pas accès à Hill House, et ben parfois je regarde Babe, le cochon devenu berger, beaucoup trop mignon. Et puis voilà quoi. Il est trop mignon, Babe. J'ai envie de l'attraper, de lui faire des petits bisous, et puis c'est trop mimi quoi. C'est pas inavouable, c'est mignon. Ouh. Ah mais vous aussi vous aimez Babe en fait. Ah c'est bien, je suis pas toute seule. Mais en fait mes films inavouables c'est souvent des films de gosses. Hein. Bon le premier Histoire sans fin mais ça c'est complètement avouable. Si vous me mettez Never Ending Story dans la maison, Alex le fait de temps en temps, je pète un câble, je ne tiens plus, je perds tout contrôle. Vive Babe, ouais. On dirait on vient de s'hyper sur un Babe les gars. Moi c'est Freaky Friday mon plaisir coupable, et ben voilà, ça aussi effectivement. C'est pas mal, c'est marrant, ça s'inscrit en plus dans une époque et puis souvent c'est des films qui nous ont laissé un truc quand on était gamin quoi. Babe, c'est d'enfer. Aimes-tu la série Entretien avec un vampire? J'ai aimé le film. S'il y a une série, je t'avoue que je l'ai pas vue et j'en ai genre même pas entendu parler. Film inavouable, Frozen. Oui, ça c'est inavouable. Putain, cette musique. Dark Crystal. Ouais, Dark Crystal, c'est avouable. Dark Crystal, c'est un bijou. C'est un bijou. Le film Avatar, le dernier maître de l'air. Tout le monde dit qu'il est nul, mais je le trouve super. Il faut que tu vois la vidéo de JDG sur le dernier maître de l'air. Il faut que tu vois ça. Régale-toi. Totoro. Oh non, c'est pas inavouable. Kiki la petite sorcière, c'est très avouable aussi, effectivement. Shrek. Ouais, mais c'est pareil, ça c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Enchanted. Ah oui, là on commence à passer dans l'inavouable léger. Space Jam, carrément inavouable, les gars. Barbie casse-noisette. Ok. Joe Sanchoban, tu restes. Top pour l'instant du film inavouable, j'adore. J'adore. Dark Crystal, oui, c'est une pépite. Etmax, tu sais qu'il y a tellement de messages que c'est peut-être juste que je te vois pas en fait, chouchou. Hook, c'est un film réconfort. C'est ce qu'on appelle les films doudou. Quand ça va pas, on met un film doudou. Mon perso enfant, c'était Casper. Oui. Roger Rabbit. Oui, mais Roger Rabbit, c'est pareil. Roger Rabbit, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je me surprends à regarder la Patte Patrouille avec les petits que je garde. Oh putain, j'en suis pas encore là, mais je sais que ça va venir. Hein. Ah, Brisby. Oui, alors ça, c'est pas inavouable. Ça, c'est coucou Camille au Québec. Brisby est le secret de Nîmes, mais ça, c'est un trésor d'animation de Dom Bluth. C'est un bijou. La musique, les dessins, tout est parfait. Mon film d'enfance, Anastasia. Ma série inavouable, Once Upon a Time. Ah, c'est pareil, j'ai pas réussi à tenir jusqu'à la fin de la première saison.
Ah non, le film Stargate, il est bien. Ok, ça a super vieilli. Je suis d'accord. Mais c'est un super film. Tu peux pas dire ça. Ça reste un grand film pour l'époque. C'était très très bon à l'époque. Excusez-moi. Ouais, mais en fait, vous êtes beaucoup à regarder Pas de patrouille, les gars. La revanche d'une blonde, ouais, voilà, ça fait typiquement partie des films inavouables, mais avouables en fait. Je suis née en 2000, Brisby, et j'ai l'impression que personne de mon âge l'a vu, mais c'est normal, c'est pas ta génération, et du coup, c'est cool que tu l'aies vu. Charlie, mon héros. Ah oui, c'était joli, ça aussi, c'est un Dumb Bluth. C'était très beau, ça. Très, très beau. Ah non, ça pour le coup, je connais pas. Le Roi et l'Oiseau. Ah, ça c'est très bien. Le Roi et l'Oiseau, si vous l'avez jamais vu, c'est un vieux dessin animé qui a une histoire incroyable d'ailleurs. Si vous cherchez un petit peu sur la façon dont il a été réalisé, produit, etc., c'est quand même un grand truc. C'est pour les adultes. Hein. C'est marrant quand on le regardait enfant, mais en fait, je me rends compte qu'enfant, on devait comprendre genre 1% du film. C'est très beau. Très très beau, très complexe. C'est une. Ouais, c'est très cynique, c'est très beau à voir, Le Roi et l'Oiseau. Mm. Dead Silence et Roger Rabbit. Est-ce que c'est vraiment inavouable, les gars? C'est pas inavouable, ça. Ah, pourquoi on devrait avoir des films inavouables? J'aime un film et point barre, je m'en fiche de la vie des autres. Oui, mais parfois quand tu le balances à l'apéro, et bah tu te fais enquiquiner parce que tout le monde dit c'est de la merde et tu dois justifier pourquoi tu aimes ce film et ça peut prendre des heures. C'est pour ça qu'on dit inavouable pour éviter les discussions compliquées. Pousselina, excusez-moi, j'ai débranché d'un coup de pied la lumière. On est content. Mon mari pense que je transforme la maison en musée de pas de patrouille. Mon fils est 3 ans et on est dingue, ça va finir par arriver, attention. Ah, le passage qui m'a marqué à l'époque, c'est quand le roi assassinait ses sujets. Oui, c'est super compliqué, quoi. Spirit, les talons des plaines. Ah, j'adore. Je sais, c'est cucu, mais j'adore ce film, j'adore ce dessin animé. C'est un DreamWorks, d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Et c'est Bryan Adams qui chante, en plus, avec sa voix quand même assez incroyable. Chien des neiges. Ah oui, je connais, oui. Az l'épouvantail. Oui, je l'aime beaucoup. T'es un copain. Si tu parles du youtubeur, oui. Est-ce que tu as déjà vu The House sur Netflix? Je l'ai vu. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça effectivement un peu space, malaisant. Faut pas le regarder un dimanche soir, sinon c'est la déprime assurée pour toute la semaine. Mais ouais, j'ai vu, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Très bizarre. Le Prince d'Égypte. C'est génial, le Prince d'Égypte. Maxime, c'est très bien, le Prince d'Égypte. La série des Angélique Marquise des Anges. Ah ouais, là t'as... je crois que tu viens de détrôner notre numéro 1. Parce que c'est vrai que ça... Ah si, j'en ai un film inavouable, les gars, ça y est. Merci de m'avoir fait penser à ça. Je vous raconte un truc perso, ça va vous faire rire, je pense. Quand j'étais malade, ma maman avait toujours le même rituel quand elle s'occupait de nous. Elle nous faisait toujours le même repas. Elle nous faisait des petites lettres au bouillon avec des œufs à la coque et des mouillettes. Et elle nous mettait devant les films de Sissi Impératrice avec Romy Schneider. Et on regardait en boucle les films de Sissi Impératrice avec Romy Schneider quand on avait la grippe, quand on avait la gastro, quand on avait une angine blanche bactérienne. Et du coup, aujourd'hui, quand je suis malade, je me fais des petites pâtes au bouillon et je regarde les Sissi Impératrices en boucle avec Romy Schneider. Donc, bon... ça, c'est peut-être un peu inavouable. Par contre, la série, du coup, L'Impératrice, qui est sortie sur Netflix, justement, autour de Elisabeth de Bavière, est sympa. Très, très bien. Du coup, t'associes Sissi avec la maladie. Oui, mais globalement... Et puis ça marche, en plus, tu sais. Tu sens que j'ai une espèce de réflexe pavlovien qui a été déclenché sur « je suis malade, je vais pas bien, il me faut des pâtes au bouillon et Sissi Impératrice. » Et puis c'est le débouché. Voilà. C'est... Voilà, c'est tout. Voilà, un truc inavouable, c'est mes Sissi Impératrice. D'ailleurs, Nova Alexandre, c'est beaucoup foutu de ma gueule quand on s'est rencontrés. La première fois que j'ai été malade, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu fais ça?
Et d'ailleurs, je crois qu'une fois, il était malade et je lui ai fait ça aussi, des petites lettres avec du bouillon. Et puis je lui ai collé devant Sissi Impératrice. Et il s'est détendu, il a regardé en plus. Donc bon. Chez nous, Sissi, c'est à Noël. Bon, pourquoi pas. Ah, Princess Bride. Alors, pas si inavouable que ça, mariage de princesse, parce que dedans, il y a la fabuleuse, l'incroyable, la magnifique Anna Tawai. Donc, pas si inavouable que ça. C'est plutôt sympa, mariage de princesse. Attends, quand tu parles de Princess Bride, je suis en train d'avoir un doute. Tu parles du deuxième Princesse Malgré qui s'appelle Princess Bride. Je suis pas sûre. À la Cinémathèque, ils ont fait une expo sur Romy Schneider et t'avais la perruque de Sissi suspendue au milieu. C'était assez original. De quoi? Elles sont perchées aux expos, les gars. C'est quoi cette ville? Toi, Noël, c'est les Gremlins. D'accord. Ah, chez vous, c'est Fantomas. Ah, mais c'est bon, Fantomas, c'est rigolo. Lucie, l'amour et rock'n'roll. Ah ouais, là, ça pique, les gars. Ah, quand tu sais qu'elle a fini assassinée, Sissi, c'est tout suitement magique. S'il y avait que ça... Parce que la façon dont elle a traité ses gamins aussi, c'était quand même compliqué. Elle était excessivement... on était sur une maman toxique au possible, elle était anorexique. Il n'y a rien qui fait rêver dans sa vie à cette femme. Les vieux films Barbie, l'effet papillon, oui. Alors, elle n'était pas narcissique pour moi, Sissi Impératrice, elle était... Elle était dans une cage dorée et elle se faisait chier en fait. Elle était terrifiée par la solitude aussi. Nous à Noël c'est Harry Potter et ça le sera jusqu'à la fin des temps. Eh bah oui, pourquoi pas. Vous voyez ma fenêtre rentrer dans le truc, c'est pas très grave. À Noël c'est Love Actually et je chiale avec la bande originale. Vous avez des recommandations drama coréen ou chinois? Non, malheureusement pas. Je suis pas très drama. Ça m'éclate pas de fou. Les Muppets à Noël. Matt se fait des films. Pourquoi ça me dit un truc? Non, je sais. Matt se fait des films, ça me dit un truc, mais je sais pas pourquoi. As-tu déjà fait un live sur la série Sabrina? Non, parce qu'à l'époque, je faisais pas de live sur les séries ou sur les films. Donc non, j'ai pas fait de live. Ça allait jusqu'à ce qu'il nique tout avec la dernière saison, pour moi. Tu conseilles quoi comme film d'horreur à quelqu'un qui est une flippette et qui déteste avoir peur? Ça dépend de ce que t'appelles avoir peur. Si pour toi avoir peur, c'est sursauter, bah là il faut que tu regardes des films d'épouvante. Si pour toi avoir peur c'est être dans une angoisse profonde, qu'il va se passer un truc, bah regarde des slashers plus que des films d'horreur quoi. Des films d'épouvante en fait. Ah mais c'est pour ça que ça me dit un truc, Matt se fait des films, t'as raison, c'est un youtubeur. Bah non, j'ai pas regardé du coup. Je dois connaître de nom parce qu'on a déjà dû m'en parler, mais... Bridget Jones. Oui, mais Bridget Jones, voilà. Bridget Jones, c'est un film de Noël, hein, on est tous d'accord. Les vus les moins. Shining, c'est pas mal pour commencer. Oh, j'aime pas Shining. Mais après, j'aime pas du tout Dance... Il est là, Alex? J'entends des bruits, les gars. Je suis fatiguée, je crois. Moi, j'évite juste les films d'horreur et d'épouvante et les slashers. Flippette, quoi. Allez, tenez, je vais vous conseiller un autre film, parce que là, vous êtes en mode film. Les films doudou. On en parlait, on en a tous. Des films quand on va pas bien, ou quand on est triste, ou quand on a besoin... ça nous fait du bien. Quand on a passé une journée de merde, en fait. Pas forcément quand on est malade, comme les Sissi Impératrices. Et il y en a un que très peu de gens connaissent. C'est... et je vous le conseille très fortement, c'est Beignets tomates vertes. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce bijou. Et je le conseille particulièrement à ces dames. Regardez Beignets de tomates vertes. Essayez de le trouver d'une manière ou d'une autre parce qu'il est sur aucune plateforme de streaming. Je l'adorais, donc on a fini par l'acheter en Blu-ray. Enfin, Nova Alexandre me l'a offert en Blu-ray. Mais regardez Beignets de tomates vertes si vous pouvez. C'est Towanda Nova Belonia. C'est un des plus beaux films pour moi au monde. Et
que quasiment personne ne connaît, qui est sous-coté. J'en ai déjà parlé quelques fois et tellement peu de gens connaissent. Alors que, waouh, c'est magique quoi. Et je pense que c'est dans mes 3 films préférés et c'est peut-être mon film préféré en fait. Coralie est mon film tout doux. Coraline. Ah, j'avais adoré les romans. Et le film est très bon, hein, on va pas se mentir. Tu fais encore des cauchemars de Sadako qui sort de la télé. Alors, bonne technique, avoir un écran plat, parce qu'elle sort que du cathodique apparemment. Salut The Watergate, bon dodo. Le secret est dans la sauce, exactement. Alors pour le moment, je ne trouve Béné Thomas Vert que sur Marmiton. Non mais il est très dur à trouver ce film. Et c'est vraiment, vraiment dommage. On est dans... Je peux même pas vous décrire ce film. Vous aimez Forrest Gump ? Vous avez trouvé que c'était un beau film ? Et ben vous trouvez Béné Thomas Vert bien au-dessus. Mais alors bien au-dessus. C'est dans la même trempe, mais c'est meilleur. Voilà. Apparemment, il serait sur YouTube, nous dit John Joseph Jacob. Joseph, pardon. John Joseph Jacob, quand on met tout à... Je suis désolée, hein, je vois plus rien. Your Name et Watering With You. Ah, je connais pas le deuxième. Non, il n'y a pas de film sur Marmiton. C'est couillon quand même, hein. La ligne verte m'a traumatisé enfant. Alors, c'est bien la ligne verte. C'est très bon. Mais vous savez très bien que je déteste l'auteur de bouquin. Je peux pas le blairer. J'aime pas ce qu'il écrit, il m'emmerde. Béné Thomas Vert avec Jessica Tandy, Marie-Louise. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment un bijou ce film. Je vous le conseille. Je sais pas. Oh, il y a mon bébé qui pleure. Oh là là. Elle doit sortir du bain. D'accord. Je vais noter ce que tu me dis là, Marie. J'ai toujours besoin d'idées, moi. Excusez-moi, je suis en train de noter un truc. C'est pas très pro, hein. Mais vous savez comment c'est, les lives ici, c'est un peu toujours improvisé. Merci. Salut Raizen, passe une bonne soirée, fais un rododo. Coraline, c'est un trauma. Mais plein de gens. Et vous savez quoi ? Je vous en vois plein depuis le début. Et c'est vrai, vous n'êtes pas les seuls. Et j'ai déjà entendu plein de gens me dire... j'ai super peur. Coraline m'a super angoissée. Vous n'êtes pas les premiers. Et on me l'avait déjà dit. Misery, j'ai trouvé ça... pas mauvais, mais pas... pas délirant, quoi. J'ai pas trouvé ça hallucinant pour le coup. Coraline, c'est le prénom de ma nièce. Mais c'est un très joli prénom. C'est un très joli prénom. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que Coraline, au départ, c'est vraiment un bouquin pour enfants. Moi, j'ai commencé par le lire avant de voir, du coup, le dessin animé, qui n'est pas vraiment un dessin animé, qui est un stop motion, en pâte à modeler. Mais, ah oui, pour pleurer, il y a le tombeau des Lucioles. Ah oui, bon, non, mais là, c'est si vous voulez vraiment entrer en dépression profonde, regardez le tombeau des Lucioles. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est dur ce truc. Chaque fois que je le regarde, je me dis mais pourquoi je m'inflige ça ? Pourquoi je me fais mal ? Et en plus j'adore et ça fait mal et je pleure et j'ai les yeux qui gonflent. Terrible. Ah, le bazar des rêves. Oui, c'est bien ça. J'ai le livre. Les évadés. Ça me dit rien du tout. Pourquoi ça me dit rien du tout ? Non, rien du tout. Non mais ça va le chieur. Hein. La version longue du tombeau des Lucioles, la version courte, elle est déjà bien assez violente. Hein. On va arrêter les bêtises. J'en ai marre. Oh t'inquiète pas. Eva Levy, elle chouine parce qu'elle sort du bain et qu'elle aime pas beaucoup qu'on l'allonge. C'est une enfant qui marche depuis longtemps. Et du coup, quand on veut l'allonger, elle fait la zazou. Du coup, elle râle parce que elle est obligée d'être allongée quoi, pendant qu'on la sèche. Est-ce que j'arrive à avoir un peu de temps pour la lecture et l'écriture ? Oui, alors la lecture pas ouf. Mais j'ai eu, grâce à Nova Alexandre, un petit peu de temps pour écrire ces derniers temps. J'ai pu avancer 2 chapitres du prochain roman. Ce que pas dégueulasse. Hein, ça fait quand même 40 pages. Et cette nuit, je me suis couchée à 7h du matin parce que j'ai bossé sur un épisode. Un épisode court qui est terminé du coup. En tout cas sur l'écriture.
On attend ensemble The Hunting of Hill House. Ah, mais on veut la suite, on veut une autre série. Ouais. Donc, non, l'écriture, ça avance. Après, vous savez, c'est toujours pareil. Une fois que j'aurai fini d'écrire mon bouquin, en fait, j'en ai 2 qui sont en cours. Une fois que j'aurai fini, il faudra que je le repropose à ma maison d'édition. Est-ce qu'ils seront chauds patates? Est-ce qu'ils seront pas chauds patates? Ça se trouve, j'écris, mais ça verra jamais le jour pour autant. Hein. Il faut être réaliste. Ame et Yuki, les enfants loups, ultra déprimant. Ah bah alors moi, pour le coup, il me déprime pas du tout celui-là. Ame et Yuki, ça fait partie de mes films doudou. Quand je le regarde, je pleure, mais je pleure de bonheur, quoi. Je me fais... Alors, bien sûr, les 10 premières minutes, tu te fais un peu secouer la gueule, mais ça passe à peu près vite, quoi. Midnight Club, je trouvais ça pas mal du tout. Il y a des trucs qui étaient un peu chiants. Mais c'est sûr que vu que c'est Mike Flanagan, on s'attendait à quelque chose peut-être d'un peu plus fort. Mais j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc pour moi, c'est au-dessus, par exemple, de mercredi. Voilà. Salut Zadkiel, bonne soirée. Cette nuit, je me suis couchée à 7h. Chez moi, 7h, c'est le matin. Quel enfer, la vie de jeune parent autrice vidéaste. Je dors pas beaucoup, je te l'avoue. On dort pas beaucoup, Nova Alexandre non plus. En fait, vu que la pitchoune, elle ne dort que dans nos bras, quand il y en a un qui dort avec elle, en général, pour pas être en retard, quand on peut pas, et quand on n'a pas le choix, bah, c'est comme ça que ça se passe. Bah, l'autre, en fait, il passe la nuit à travailler et le lendemain matin, il enchaîne sa journée. En fait, on fait les 3-8 tous les 2 jours à peu près. Voilà. C'est comme ça. Ah oui, j'ai une question sur la dernière vidéo. L'affaire Bill Ramsey et le film Le Loup de Londres, qui a inspiré qui? Bah, l'affaire du loup-garou de Londres, toute cette histoire date d'avant Bill Ramsey, pour moi. Le sac des poètes disparus, petit bijou aussi. Umbrella Academy, j'adore. Vivement la dernière saison, ça va être la dernière saison. Ça sera l'occasion de tout se refaire. Le pitch de mon prochain bouquin, je peux pas vous le donner. Je peux juste vous dire qu'on reste dans le même univers. On reste avec des hémisphériens, on reste avec des émis en tout cas. Et voilà, je peux franchement pas vous en dire plus. À quel âge je penserais laisser mon enfant voir un film d'horreur? Je pense que je vais... Oh là là, je pense que je vais suivre les recommandations tout simplement, déjà de base, au minimum. Et puis après, bah, ça dépendra de ce qui lui fait peur ou de ce qui lui fait pas peur. Et vous avez des gamins qui sont plus sensibles que d'autres. Vous avez des loulous qui, au contraire, survolent très très bien les choses. Donc je pense que ça dépendra. As-tu déjà essayé l'écharpe de portage avec ta louloute? C'est magique pour faire dormir bébé. Oh oui, j'ai essayé. Quand elle avait... En fait, vu qu'elle a été diagnostiquée très très tard, son RGO interne et externe assez lourd, là. On a dû aller jusqu'à l'œsophagite et... les urgences pédiatriques pour qu'enfin on nous dise « Ah bah vous aviez raison, il faut la traiter, c'est un RGO ». En fait, pendant 5 mois, elle n'a pas dormi. Elle ne dormait que à la verticale, dans l'écharpe, si on marchait. Donc pendant 5 mois, en fait, on s'est relayé à pas dormir pour qu'elle dorme. Voilà. Donc oui, j'ai déjà essayé. Il enverra en cachette avec ses potes. Peut-être, mais au moins, ça viendra pas de moi. Et je pourrais allumer les parents qui auront laissé les gamins faire. Jack, un bijou qui raconte l'enfance d'un gamin de 10 ans dans le corps d'un homme de 40 ans. Alors, c'est pas tout à fait ça le pitch, Maxime, mais oui. En fait, Jack, c'est un enfant qui est atteint de... J'ai oublié le nom de cette maladie. Vous savez, le corps vieillit beaucoup plus vite. Alors, c'est très exagéré dedans parce qu'en fait, l'enfant ne devient pas adulte très vite. C'est un enfant qui vieillit, point. Qui devient un vieil enfant. Mais je sais plus comment ça s'appelle. La progéria. Merci, Jérémy. Mais oui, c'est un très très beau film. Oh, Le Roi Pêcheur. Ça aussi, c'est sous-coté. T'as raison. C'est un bijou, ce film. Par contre, c'est super perturbant. La première fois que tu le crois, t'es là, tu fais « Oh, je regarde quoi ?» Et puis en fait, tu te fais secouer. On est d'accord que le docteur Facilier est basé sur le Baron Samedi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est complètement basé sur, sur la religion vaudou pratiquée à la Nouvelle-Orléans. Donc oui, il est complètement basé sur le Baron Samedi, ce qui est très bien, puisque du coup, ça se place dans la bonne culture, au bon endroit. Ça, c'était plutôt pas mal.
À peu près tous les films avec Robin Williams sont des bijoux. Il y en a un que j'avais pas aimé, mais je sais plus comment il s'appelait, sans doute parce que je l'ai pas aimé. Il bossait pour récupérer les souvenirs dans les yeux des gens qui étaient enregistrés dans leur mémoire pour les enterrements. Et il tombait sur un mec qui avait des secrets. Ça, je m'étais fait chier. Mais je sais plus ce que c'était. Pour familiariser avec l'horreur, je recommande la série Livre Chair de Poule. Oui, oui, c'est bien quand on est petit, mais un peu plus grand, genre vers, je dirais, Chair de Poule, 9 ans, 8, 9, 10, 7, 8, 9 ans. American Gods, non, j'ai pas aimé, j'ai essayé, mais je suis pas rentrée dedans. Salut Yann, bonne nuit, faites de beaux rêves. Man of Fire, ouais, bah oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est drôle. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Si je chope le connard de misogyne qui a inventé les talons, je lui pète la gueule, mais oui. Oui, je vais suivre la série Willow. Final Cut, merci. Moi, j'ai pu oublier un nom pareil. Oui, je vais suivre la série Willow, je pense. Le film me faisait flipper quand j'étais petite, mais genre vraiment, j'aimais pas la scène avec le porc. J'aimais pas la scène avec le bébé et le cochon. Ça me faisait flipper. Mais du coup, oui, je vais quand même regarder. La série Willow, je pense. Dr Patch. Ah oui, mais ça c'est trop beau. Ça c'est très très beau, Dr Patch. Miss Peregrine. Ouais, j'ai été déçue. J'ai été assez déçue, mais peut-être parce que je peux pas blairer l'actrice principale. Superbe maladie, ça. Par contre, il a... Mortal Engine. Eh ben, j'ai pas aimé. J'étais dégoûtée. J'avais super envie de le voir. J'étais chaud patate avec la bande-annonce et je me suis fait chier. Alors que, putain, autour de moi, il y a plein de gens qui ont adoré. Et ils m'ont dit, t'as vu, c'était trop bien. Et en fait, ça m'a gonflé parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans, quoi. Je me suis ennuyée, ça me saoule. Parce que j'avais vraiment envie de l'aimer, ce truc. Mais le film, Le Diable s'habille en Prada, c'est un très bon film de deux. L'homme bicentenaire, très beau aussi. Mais c'est vrai qu'il avait un don pour choisir ses rôles, Pépère. Le 10e royaume, hein, enfin, je les ai, les gars. Je les ai. Ils sont super durs à trouver aujourd'hui. Je les ai. Ils vendent le Blu-ray à... Combien j'ai vu le prix? Genre 200 boules, je crois, ou 300 boules, le Blu-ray. Mais oui, le 10e royaume, c'est kitsch, mais c'est splendide. Ouf, pouf, Général Wolf. Non, Eragon, ça a été un gâchis. Ça a été un gâchis monumental pour moi. Excalibur, le dessin animé, j'espère. Le film a vachement vieilli quand même sur Excalibur. Le vieux film a très vieilli. Par contre, le dessin animé, Excalibur, l'épée magique, il est fabuleux. C'est génial. C'est un super dessin animé. Cœur de dragon. Oh, ah, voilà, encore un film pour pleurer. Cœur de dragon. Quand ça s'arrête, je pleure. Quand le générique, je pleure encore. J'éteins le film, je vais me coucher, je pleure encore. Voilà. En fait, ouais, quand il y a une bestiole qui meurt, je me fais bousiller. Pourtant, je suis pas hyper sensible, mais il y a des trucs comme ça qui me mettent mais complètement en plot. Salut Angéline. Cœur de dragon, c'est le film de mon enfance. Bonne nuit Adrien, fais de beaux rêves. Dors bien. Sleepy Hollow, la série, je l'ai pas vue, j'ai pas pris le temps parce que ça m'attirait pas de fou. Ah, Draco, il est tellement attachant. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est quand même le chevalier qui a quand même tué son épouse, quoi. Et c'est terrible. C'est terrible. Et il est tellement sage et il est tellement bon. Et... Ah, bref. Il y avait une autre série, là, vous parlez du 10e royaume, mais il y avait un truc qui passait aussi sur M6 à peu près à la période de Noël, qui nous repassait de temps en temps. L'Odyssée de la licorne, ça vous dit un truc, ça? Qui était un peu fumé. Ah bah la série Merlin, j'ai pas réussi non plus. Je suis pas rentrée dedans. L'Histoire sans fin, j'ai aimé que le premier. Ah, il y a Nova Alexandre qui bloque des trucs, qui bloque des trucs. Je sais pas encore pourquoi, mais j'ai pas eu le temps de voir.
C'est malin, maintenant je vais devoir regarder la Guerre de Dragon. Et ouais, Maud, t'es contente d'être venue? Oui, le bateau, merci, c'est ça. Ah, je suis pas seule à me souvenir de ce machin là. L'Odyssée de la licorne, merci. Je suis pas toute seule à me souvenir de ce bidule. C'était les téléfilms là qui passaient sur M6. On avait le 10e royaume, on avait celui-là. Et puis après, on avait Dinotopia. Et c'était les espèces de 3 grands volets là qu'on se regardait. Ah, c'est la petite qui a banni. Elle a gaulé le téléphone, pardon. Louvre, on bannit pas les abonnés. Bref, désolée, ma fille fait des conneries. Trop mignonne. Le Donjon et Dragon, le film un chef-d'œuvre. Ah, toi, tu as vu tu as vu l'épisode hors série de JDG, tu t'es bien marré aussi. Putain, le bousin, le truc quand même. Oui, Alice, je l'ai dit plus tôt, le Facilier est bien basé sur le Baron Samedi. Ah, voilà, Dinotopia, la prophétie des grenouilles. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu ça. Prophétie des grenouilles. Elle s'appelle Louve, le petit dinosaure. Ah, petit pied, c'était mignon, petit, j'aimais beaucoup. Ah, je vous jure. Ah, j'ai jamais vu la... J'ai noté, du coup, la... Vous m'avez fait une liste de trucs à voir, là, les gars. Trop bien. J'avais pas vu. Ah, ce que j'attends, c'est le Pinocchio de Guillermo, pour le coup. Le Pinocchio de Guillermo del Toro, je l'attends de pied ferme. J'espère qu'il va nous raconter la vraie histoire bien glauque de Pinocchio. Vous avez tous vu la prophétie des grenouilles? Faut vraiment que je vois ce truc. Vous voulez me faire pleurer le petit dinosaure, quoi. Il y en a qui ont pleuré de terreur devant la prophétie des grenouilles. C'est quoi votre truc, là? Putain, faut vraiment que je vois ce machin. Ah, vous êtes aussi hypé par Pinocchio. Alors, celui de Disney, moi j'ai adoré l'esthétique de la Fée Bleue. Elle était trop belle. Mais ça s'arrête là, quoi. Après Disney, il faut qu'ils arrêtent de faire du live action, vraiment. Mais la Fée Bleue était splendide. Bravo pour votre boulot de jeunes parents et à tous les autres jeunes parents aussi. Ah bah c'est gentil. C'est gentil, on fait ce qu'on peut en fait. Comme tous les jeunes parents, je pense. On fait des bêtises, mais on fait de notre mieux et c'est déjà pas mal. J'ai passé pour une cinglée. Ça me plaît. Mais quand ça va pas fort, j'aime bien me revoir vol au-dessus d'un nid de coucou. Comme ça, je me dis qu'il y a pire. C'est une technique. Alors, je vais vous raconter un truc rigolo dans le même genre. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai eu un accouchement quelque peu cauchemardesque. Et avant, un jour avant le terme, je crois, je me dis, tiens, j'aime regarder le dernier Twilight, parce que oui, j'adore le dernier film, Twilight. Voilà, je vous emmerde. J'ai adoré les romans. J'adore en fait l'écriture de Stephanie Meyer. Je m'étais éclatée, je l'ai découverte avec Les âmes vagabondes, qui est un petit bijou. Le film est pas mal non plus d'ailleurs. Et j'adore les romans. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'aime regarder l'avant-dernier Twilight, pardon. Celui où Bella accouche, parce qu'il est quand même cracra, son accouchement. Et j'ai relu le passage du bouquin. En me disant, voilà. Et Nova Alexandre, il fait, mais pourquoi tu regardes ça? Pourquoi tu t'angoisses avant? Et il m'a fait, j'ai fait, mais non, ça peut pas être pire que l'accouchement de Bella. Tout va bien. En fait, c'était pire. Et ça, c'était horrible. Moi aussi, j'adore Twilight, pour une fois que je peux le dire tranquille. Ah, merci. C'est chiant parce qu'en fait, on peut pas aimer quand t'aimes cette saga, tu te fais forcément pourrir. Tout de suite, t'as l'air d'une espèce de midinette qui chouigne. J'ai aimé beaucoup de choses dans cette saga. Alors, les films sont pas des grandes réussites. Les 2 derniers sont franchement pas mal. Les autres sont franchement merdiques. Mais les romans sont très bons. Ils sont bien écrits. La narration est quand même assez balèze. Et le tout dernier qu'elle a sorti, qui fait le premier en fait, mais du point de vue d'Edouard, a été écrit avec énormément de soin et de talent, parce que du coup, vu qu'ils n'ont pas le même âge, et qu'Edouard vient quand même d'une autre époque quelque part, c'est pas la même syntaxe. Et ça, c'était très 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 agréable, et c'est un vrai exercice d'écriture.
Mais c'est chiant, Twilight. Mais les romans sont bien. Franchement, les romans sont bien, les gars. C'est bien meilleur qu'Eragon. Bien, bien, bien meilleur. Et on peut ne pas accrocher. C'est pas grave. On peut ne pas accrocher. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, il y a eu une telle diabolisation de ce film, comme d'un truc cucu, que du coup, aujourd'hui, c'est devenu honteux et on n'a plus le droit de dire qu'on a aimé cette saga. Et pendant des années, on m'a pété les couilles parce que je disais que Robert Pattinson était un putain de bon acteur. Et on m'a cassé les noix en me disant oh, t'es une midinette cucu, gna gna gna. Non, c'est un super acteur et il est très beau. Et quand l'annonce a été faite pour Batman, même s'il avait plus de preuves à faire, franchement, depuis le temps, il y a forcément des gens qui ont dit oh, Twilight, gna gna, Robert Pattinson, gna gna gna. Et putain, je suis contente qu'en fait, aujourd'hui, ils ferment leur gueule en reconnaissant que oui, c'est un putain d'acteur. Et en fait, il y a une espèce de. Vous savez, ça a eu tellement de succès quelque part, et tellement vite, qu'il y a eu une espèce de diabolisation. Euh... hmm. Et si t'as du mal avec Pattinson et tu trouves qu'il fait toujours la même tête, je te conseille de regarder alors Roven, qui est compliqué, mais où il est assez dingue dedans, et un dont je suis incapable de me souvenir du nom. Un truc de cow-boy complètement décalé. Voilà. C'est fabuleux, quoi. Mais il était mal dirigé pour Twilight et il le dit lui-même. Et en plus, le film le faisait chier. Il a voulu se barrer plusieurs fois au milieu. Le scénar l'intéressait pas du tout, du tout, du tout. C'est un acteur qui est fort parce qu'il a pu jouer tellement de choses différentes, tellement de rôles différents, tantôt gentil, tantôt en demi-teinte, tantôt glauque, tantôt des attardés mentaux, tantôt des gens paumés, tantôt des gens riches. C'est pas facile en fait de trouver des acteurs qui sont capables de passer par autant de facettes pour moi. Voilà. Dans Tenet, il est pas mal dans Tenet. D'ailleurs, c'est le seul acteur qui est bon pour moi dans Tenet, parce que le film était quand même pas ouf ouf. Dans De l'eau pour les éléphants, splendide, un vrai bijou. Un vrai bijou. Euh, L'assassin royal de Robin Hood. Ah mais attends, t'as vu le travail qu'il faut pour adapter ce truc-là? C'est quand même un gros bébé ce machin. Robin Hood à adapter, ça doit pas être... Tu me diras, on a réussi à adapter Tolkien. Pas dernièrement, mais Peter Jackson l'avait bien fait, donc pourquoi pas. Alors Kristen Stewart, moi c'est une actrice que j'aime pas trop, mais en fait je l'aime pas trop depuis Into the Wild, en fait. Il me semble qu'elle est dedans, si je vous dis pas de conneries. C'est ce film-là où en fait je l'ai découverte et où elle m'a plus ou moins ennuyée. Mais après... Ah, une adaptation du troisième hémisphère, mais les gars, ça me ferait tellement rêver. Mais ça n'arrivera sans doute jamais. Dans Belle Amie, effectivement, dans Belle Amie, Pattinson joue incroyablement bien. Pas facile à interpréter comme rôle. Pas facile. Ah, mais après, Kristen Stewart est une femme magnifique, hein, rien à dire. Elle est splendide. Mais elle m'ennuie un peu. Voilà. Et oui, effectivement, peut-être que le film n'aide pas. J'aime pas Into the Wild, donc ça ne doit pas aider. La prophétie des Grenouilles, du coup, c'est une réinterprétation du mythe de l'arche de Noé, mais glauque. Faut vraiment que je vois ce truc-là. Je pense que c'est le premier machin que je vais regarder dans la liste que vous m'avez donnée. Dans Panic Room, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Moi, ce qui m'a gêné dans Twilight, c'est les vampires boule à facettes. Sauf qu'en fait, dans le bouquin, c'est pas ça. Leur peau ressemble, si tu veux, à de la nacre. Et il y a ce côté, en fait, pierre très très dur. T'as pas ce côté paillette. Et pourquoi ils ont foutu ça dans le film? C'est quand même super space. Mais souvent, les gens, d'ailleurs, c'est un peu le seul truc qui disent oh, les vampires paillettes. Mais encore. Oui, dans Runaways, par contre, t'as raison. Kristen Stewart est excellente dans Runaways. Elle joue extrêmement bien. Et l'autre actrice qui est avec elle, qui pour le coup est une actrice que j'aime beaucoup. Sleepy Hollow, j'adore. J'adore ce film. Il s'inscrit dans une époque, on en parlait tout au début, c'est vraiment euh, l'exemple parfait du film esthétique gothique au niveau de l'histoire. C'est très beau, c'est très bien joué, c'est très spectacle. Il y a un côté très théâtral dans le jeu des acteurs. Et ça se mélange parfaitement bien, en fait, à toutes les...
à toute la direction photo, j'ai envie de dire, du film, et à tous les petits détails, quoi. Azur et Asmar, oui, j'ai vu, j'aime beaucoup. C'est très agréable. C'est sûr que dans Twilight, on est loin des vampires classe, on se fait un vampire. Bah en fait, détrompe-toi, parce que chez les Volturi, on est complètement dans le même esprit, en fait. Mais genre complètement dans le même esprit. Dans Mors-moi sans hésitation, la parodie de Twilight, elle était excellente, cette parodie. C'était très très drôle. C'était très très drôle. Alors, la série The Witcher, on va se fâcher. La première est pas bonne. La première saison, pour moi, était vraiment... Les répliques étaient vraiment à chier, quoi. La deuxième saison est bien meilleure. Le dessin animé qui a été fait sur Vésimir est excellent. Excellent. Et on attend de voir la suite, mais bon, on verra, quoi. Vampire en toute intimité, c'est un bijou. Et la voix d'Alexandre Astier, d'ailleurs, pour nous régaler pendant le film. Alors oui, j'ai vu Hocus Pocus 2, mais j'aimais déjà pas le 1. J'aime pas non plus le 2, mais après c'est pas étonnant, je suis jamais rentrée dedans, je pense que je l'ai vu trop tard. Et j'étais déjà plus une enfant quand je l'ai vu, c'était déjà, je pense, trop kitsch quand je l'ai vu pour moi, et du coup, j'ai pas réussi à rentrer dans le 2, mais je pense que c'est plutôt parce que j'ai pas découvert la licence au bon moment, quoi. À tout jamais avec Drew Barrymore. Mouah, magnifique. Très très beau film, très très belle réinterprétation de Cendrillon. Coucou à Yokyu Edelweiss. Qui est drôle? Moi? Ah non, j'ai pas d'humour, moi. Je suis chiante, je suis râleuse, mais j'ai pas d'humour. Les jeux The Witcher, bah oui, on a joué. D'ailleurs, Flo, un jour, il serait bien que tu rouvres ta partie, on t'a laissé une petite surprise dessus si tu passes par là. Bonne nuit, fais de beaux rêves. À quand un réal qui pourrait nous faire du gothique comme Denis Villeneuve nous fait de la SF? C'est une excellente question. Horns, très bon avec Daniel Radcliffe, excellent. Oui, mais quand même. Tu fais la chiante quand tu râles, tu nous fais quand même. Imaginez Nov Alexandre qui vit avec moi. Et encore, le pire, c'est que je suis pas la plus râleuse à la maison, c'est lui qui râle. Alors, patronne, je te conseillerais une chanson d'un couple qui s'inspire d'une chanson de Hocus Pocus. La Dame en Noir. Ben, c'était pas mal. Le 2 est une bouse, hein. On soit bien d'accord. Mais le premier était vraiment très bien. C'était très chouette, c'était léger, ça se regardait. Los Otros. Ouais, Los Otros. Les autres en français, ça a été... Je sais même pas s'ils l'ont traduit en français. Je crois qu'en français, c'était sorti sous le nom de The Other. Ils l'avaient mis en anglais. Le film est espagnol au départ avec Nicole Kidman. C'est très beau. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film angoisse. Angoisse épouvante. Voilà. Un peu dans la même lignée finalement que l'orphelinat. Jola, oui, je l'ai vu. Je suis pas rentrée dedans. Ah, question de niveau auteur, tiens, ça change un petit peu. Conseilles-tu à des gens d'écrire même si ce n'est pas fait pour être lu par quelqu'un? Genre écrire pour écrire sans le montrer à personne? Oui. Oui, si les gens ont envie d'écrire, qu'ils écrivent. Que ce soit pour que ce soit montré, que ce soit jamais montré, que ce soit lu, que ce soit pas lu, que ce soit publié, auto-publié, pas jamais publié, brûlé. Si vous avez besoin de lire, lisez. Si vous avez besoin d'écrire, écrivez. Peu importe en fait. Écrire pour le plaisir d'écrire, écrire parce qu'on a une histoire à sortir de la tête. Moi, le troisième hémisphère, ça a commencé comme ça. J'avais une histoire dans la tête depuis super longtemps. J'ai eu du temps à l'époque. Je l'ai écrite. Je m'en suis débarrassée. C'était plus dans ma tête. J'ai fini mes 3 tomes. Je les ai rangés dans un carton. Et c'est Nov Alexandre qui m'a fait: Hé, tu vas pas laisser ça dans un carton? C'était bien. Viens, on l'envoie. Il a fait le forcing pendant plusieurs mois, on a fini par l'envoyer, et voilà. Du coup, j'ai pu le partager avec les autres, et ça m'a fait tout bizarre quand même, mais ça m'a fait plaisir. Mais oui, il faut écrire, c'est important. Quand on en a envie, il faut le faire. Moi, je pensais jamais que ce serait lu, voilà. Donc, et je l'avais pas écrit pour que ce soit lu. Écrire, c'est mieux que le psy. Ça va dépendre pour quelle pathologie. Je vous dirais pas de pas aller voir un psy si vous nécessitez d'aller voir un psy. Mais écrire, ça fait du bien. C'est important, ça peut aider à beaucoup de choses, ça peut aider à débloquer pas mal de trucs. Moi, c'est ma plus grosse drogue. Hein. Je vais vous donner un exemple. Quand j'écris, je suis une grosse fumeuse, c'est un fait. Et ben quand j'écris,
il peut m'arriver de pas fumer pendant 5-6 heures d'affilée sans m'en rendre compte parce que j'écris. Et que j'arrête pas d'écrire, j'écris. Et en fait, au bout d'un moment, mon corps, il s'arrête. Je fais, ah, ça y est, j'ai plus d'idées. Je fais, oh putain, j'ai besoin de nicotine. Mais en fait, pendant 6 heures, je m'en suis pas rendu compte. Voilà. C'est tout. Tes livres sont géniaux, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci à Nova Alexandre d'avoir incité à le publier. J'espère que tu as entendu, chérie. Merci à toi. Tiens, d'ailleurs, vous savez, c'est rigolo, du coup, avec le troisième hémisphère. Je vais juste rebondir sur un truc là-dessus. Tous les personnages qui sont dedans m'ont été inspirés par des gens que je connais, de près ou de très près. Et parfois, il y a des choses qui se posent. Et en fait, en le partageant, je ne pensais pas que ça aiderait pour le reste, finalement, de la création. Parce que, bon, là, j'en ai 2 en cours. Et j'en ai plusieurs autres qui sont en projet, qui travaillent dans ma tête en arrière-plan. En tâche de fond, si vous voulez, par exemple, notre modo en chef, Gaël Prigent. Quand je l'ai rencontré, quand j'ai parlé avec lui, il vient de m'envoyer une photo sur Instagram. Quand j'ai parlé avec lui la première fois qu'on s'est rencontrés, la seule d'ailleurs, il faut absolument que je vienne boire un coup. Et ben en fait, il m'a tout de suite inspiré un personnage. Et pas dans le prochain tome, bien sûr, mais dans le tome. Dans un des tomes qui sont du coup en arrière-plan en train de travailler, il m'a clairement inspiré un personnage. Et il y a un personnage qui aura son visage, qui aura sa personnalité, qui aura ses émotions. Et c'est comme ça. Il ne peut pas y faire grand-chose, quoi. Et du coup, c'est beau parce qu'en fait, ce personnage-là n'aurait sûrement pas eu ce visage-là si je ne l'avais pas partagé, si ça n'avait pas été publié. Voilà. C'est tout. Bref, je voulais juste vous partager ça. Non, faut pas être en sueur, Gaël, t'inquiète. Ça va bien se passer. C'est incontrôlable. Il y a des gens, par exemple, que je connais qui m'ont inspiré aucun personnage. Pourtant, je les aime de tout mon cœur, je les adore, je les ai rencontrés. Mais je les voyais pas avoir une place dans cette histoire-là. Gaël, ça s'est un peu porté comme une évidence. Le personnage s'est porté comme une évidence. Et c'est comme ça, quoi. Mais écrire, c'est vraiment très très bon pour la santé. Bon, tous les auteurs vous diraient pas la même chose, mais... Par contre, je pense qu'il faut qu'on reste humble avec ce qu'on écrit, tu vois. Ce que j'ai écrit peut ne pas plaire. C'est pas parfait, ça n'existe pas. La littérature parfaite. C'est pas parfait. Ça ne plaira jamais à tout le monde. C'est ce que c'est. Mais c'est ce que j'avais besoin de sortir sur le coup. Et je pense qu'il faut rester un peu humble avec ce qu'on fait parce que finalement, c'est jamais qu'un bouquin. Vous voyez, ce que j'écris ne changera pas le monde. J'écris pas de grands essais, j'ai pas écrit le grand livre Indignez-vous, par exemple. Ce que j'écris ne change pas le monde. Il faut rester humble avec ce qu'on écrit, c'est hyper important. Le statut d'auteur, il est pourri. Il est pourri, les gars. Aujourd'hui, en tant qu'auteur, tu touches rien, à moins d'être un Maxime Chatham ou un Bernard Weber. Pour ceux qui ont vu passer sur Twitter, Bernard Weber, en tout cas son équipe de com se fout bien de la gueule du monde. À moins aujourd'hui d'être adapté d'une manière ou d'une autre et d'être surtout traduit à l'international, c'est la galère, c'est la merde, c'est l'enfer. Tu touches rien, c'est que dalle. Cela dit, ce qui est écrit aurait peut-être été mieux que ça reste dans sa tête, non. Ton livre m'a redonné le goût de la lecture, mais tu vois, ça c'est un beau... c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce qu'en fait, j'écrivais pas du tout comme ça au départ. J'écrivais... Alex a déjà lu, Nova Alexandre a déjà lu pas mal de trucs que j'ai pu écrire. J'avais une écriture qui était beaucoup plus... comment dire, maniérée. Voilà, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Très maniérée. Et en fait, quand je me lisais, je me rendais compte que c'était pas accessible à tous. Et surtout, c'était pas accessible à des gens qui lisent peu ou qui sont en panne de lecture. Et j'aime tellement lire, j'aime tellement ce qu'on peut faire passer par des bouquins que je voulais impérativement que tout le monde puisse le lire, qu'on ait un très haut niveau de lecture ou pas, qu'on soit en panne de lecture ou pas, qu'on ait du temps ou pas. Je voulais en fait écrire un bouquin que vous pouvez acheter dans une gare, dans un relais tout pourri pour vous occuper le temps de votre voyage en TGV. En fait, je voulais pas écrire un grand livre. Et d'ailleurs, j'ai pas écrit un grand livre.
Et je voulais quelque chose de simple et une écriture accessible, surtout quand on a perdu le goût de la lecture, comme c'est souvent le cas, malheureusement, à cause de l'école, parce que parfois, les livres qu'on nous fait lire sont excessivement lourds, excessivement chiants. Émile Zola, même si ce qu'il raconte est très intéressant, c'est quand même très lourd. L'Assommoir porte bien son nom. Alors, le troisième hémisphère est dispo en grande surface, mais c'est très rare, tu le trouveras plutôt... sur Paris, il est quasiment dispo dans toutes les FNAC. Mais tu le trouves chez Cultura, tu le trouves à la FNAC. Tu peux le commander chez ton libraire du coin. Si le libraire de ta grande surface peut faire des commandes de bouquins, il peut le commander sans problème, sans frais supplémentaires normalement. Est-ce que tu es gagnant si je me procure tes livres sur Amazon? En fait, peu importe la plateforme où vous achetez les bouquins, moi je gagne le même prix. En gros, je touche un certain pourcentage, que j'ai plus en tête pour vous dire à quel point ça m'intéresse. Je touche un certain pourcentage du prix de vente sur, je crois que c'est 8%, sur le tirage papier, et je touche un autre pourcentage sur les livres, vous savez, dématérialisés. Le pourcentage des livres dématérialisés est très très bas. C'est pour ça que je n'achète jamais, moi, de livres dématérialisés, parce que les auteurs ne touchent quasiment rien dessus. Voilà. Balzac, si tu nous regardes. Ah, l'Assommoir, le livre que j'ai préféré étudier au lycée. Comme quoi, c'est pas tout le monde. Moi, ça m'a tué. J'étais claquée. Non, mes livres sont pas sur Audible, pour le coup. La rêve de mon bouquin, le troisième hémisphère. Le troisième hémisphère, tu tapes Natacha Cornu, Natasha, et Cornu, comme ça se prononce, comme les cornes. L3H, c'est les premiers romans que j'ai pu relire suite à la naissance de ma deuxième fille, alors que j'avais plus vraiment de temps pour quoi que ce soit. Ils m'ont fait du bien. Ça se lit vite, ça se lit facilement, c'est pas de la littérature compliquée. Parce que je voulais pas, en fait. Je voulais pas écrire quelque chose comme ça. Même si au départ, c'était pas pour être lu. C'est ça qui est un petit peu contradictoire. Où en es-tu de ton S à la place du C? Toujours dans les papiers, les gars, toujours dans les papiers. Et puis j'ai pas trop le temps de m'en occuper. En plus, j'ai déjà pas le temps de faire pipi. Pardon. Pétage de plomb. Personne se pose la question, Olivier. C'est pas bon pour la santé, ne faites pas ça. J'ai pas regardé Castlevania, non. J'ai pas regardé du tout. J'ai pas eu le temps. Et puis franchement, ça m'a pas spécialement attiré. Pourtant, je suis très manga, mais j'ai pas eu le temps. Lynx n'a pas fait la critique de mon livre parce qu'il n'a tout simplement pas aimé. Voilà. Et vu qu'il y en a d'autres en préparation, il voulait pas. On s'est mis d'accord pour que, vu que j'ai quand même d'autres bouquins à essayer de vendre à mon éditeur, pour ne pas en fait niquer, si vous voulez, mes possibilités, ce qui est très sympa de sa part. J'écris depuis petite. J'ai 35 ans maintenant, mais j'avoue avoir laissé tomber car j'ai toujours aimé partager ses écrits et attendre les avis. Mais ça n'intéresse personne. Pourquoi tu te lancerais pas sur Wattpad à ce moment-là? Il y a plein d'auteurs d'ailleurs qui ont démarré sur Wattpad aujourd'hui. T'auras des gens qui vont pouvoir lire et te laisser des avis et des commentaires. Regarde un peu la plateforme Wattpad. Peut-être que ça te plairait. Si le live est rediff. Si, il est rediff sur la chaîne Occulture Replay. Alors, une version audio de mon bouquin. Ça dépend pas vraiment de moi, ça. Ça dépend en partie de mon éditeur. Et quand j'ai signé le contrat, j'ai fait en sorte de garder absolument tous les droits d'adaptation audio et vidéo. Voilà, c'était important. Et puis en fait, je crois que les éditions de L'Opportun, pour l'instant, ne font pas de livre audio. Ou alors, je suis passée à côté d'un truc. Mais... Ah, j'ai réussi à mettre une amie sur Wattpad d'illusion littéraire, et ses bouquins ont fini par intéresser une maison d'édition. Comme quoi... Je ne sais... Alors, clair-obscur, je ne sais pas pourquoi Lynx n'a pas aimé mon livre. En fait, quand il fait son truc, il dit les choses très clairement. S'il a aimé, il te dit. Et s'il n'a pas aimé, il te dit, voilà, je te laisse on discute, etc. Et en gros, il expliquait que si je voulais savoir ce qui lui avait pas plu, il fallait que j'accepte qu'il fasse la critique ouverte. Au risque, effectivement, que l'éditeur refuse les prochains bouquins. Donc voilà. Je vais essayer de... Ma caméra, c'est complètement décalé, mais c'est pas grave.
mon histoire ferait un super film, peut-être. Il y a des gens qui aiment pas. Hein. J'ai pas reçu beaucoup de critiques négatives, mais en même temps, le livre se vend pas de façon complètement délirante non plus. Hein. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont détesté le tome 3, particulièrement. Ils ont détesté l'ultra-violence, en fait. C'est surtout ça qui revient sur ce que les gens n'ont pas aimé. L'ultra-violence du tome 3. Et je peux complètement le comprendre. Je peux complètement comprendre que quand on lise le tome 3, on se dise « vomir, c'est pas bien ». Je sais plus du tout combien de ventes j'ai fait. J'ai pas les chiffres en tête. Alors, donc la maison d'édition se base sur la critique d'un youtubeur pour décider s'ils prennent un livre ou pas. Non. Mais ça peut jouer. L'éditeur, quand il... Alors là, c'est vraiment à compte d'éditeur. T'as plein de trucs, machin. Là, on est à compte d'éditeur. Donc en fait, l'éditeur, il prend un pari quand il me paye. Il m'achète, il me fait un premier versement, et il prend un pari sur le bouquin. Sur le fait qu'il va se vendre ou qu'il va pas se vendre. Et à partir de là, s'il y a des mauvaises critiques qui sortent, ça peut jouer en ma défaveur. C'est possible, c'est une supposition. Après, la maison d'édition à laquelle je suis, c'est une toute petite maison d'édition, à taille humaine. Stéphane Chabna, le directeur de la maison. Merci Kylian Leclerc. Merci beaucoup, beaucoup pour ce soutien. La vache, merci 1000 fois. C'est super touchant. C'est Stéphane Chabna, du coup, le directeur. On est sur une petite maison d'édition, les éditions de L'Opportun, qui possède aussi Nisha, etc. C'est pitchounet. Et du coup, ils prennent de gros risques quand ils publient un livre. Et après, je pense pas que ça aurait tant joué que ça, parce que l'équipe est quand même très pro et ils sont tout pitchou. Voilà. Mais bon, c'est possible. Attends, il y a deux questions qui m'intéressent, le résumé du bouquin et le reste. L'ultra-violence, à quel niveau ? À tous les niveaux. C'est violent psychologiquement, c'est violent physiquement. Tous les trucs, faites attention, ça parle de ci, attention, ça parle de ça, tout ce que vous pouvez trouver où on met en garde avant, eh ben, prenez-les pour mon bouquin, ils sont tout ça. Tout ce qu'il peut y avoir de trash, de violent, de glauque, de psychologiquement dérangeant, tout ce qui va pouvoir vous donner envie de vomir, tout ce qui va être crainte, ça va parler voilà, de tout. C'est un roman sur une guerre. Et je voulais parler d'une guerre telle qu'elle est vraiment. Donc voilà. Et en gros, le résumé du bouquin, si tu veux, tu peux aller sur le compte Instagram du Troisième Hémisphère, plutôt que les résumés, parce qu'en fait, les résumés à l'arrière des bouquins, je ne les ai pas écrits. J'ai pas eu le droit de regard dessus, ça c'était très décevant quand même. Parce que vraiment, le résumé du premier bouquin colle vraiment pas. Mais si tu veux t'imprégner de l'ambiance, je te conseille de regarder les bandes annonces qu'on avait fait, qui sont sur la chaîne d'ailleurs. Voilà. Merci Maxime d'expliquer ce petit détail. Oui, il y a de la dissection d'organes génitaux. Ma compagne veut un de tes livres, une boutique préférée où le prendre. Non, fais-toi plaisir. Si t'as un petit éditeur, c'est bien d'aller chez le petit éditeur qui le commande. Sinon, Fnac, Cultura, Amazon, si tu veux que ça arrive vite. Oui, ils sont trouvables en Suisse, si je te dis pas de conneries. Par contre, je garantis pas. Je sais pas si ça change quelque chose sur les frais de port. Faut regarder via Amazon. Je pense qu'en Suisse, le plus intéressant pour vous, c'est Amazon pour le coup. Mais je sais pas si quand on compare aux francs suisses par rapport à nos euros, voilà, à vérifier. Amazon, j'évite. Voilà. Donc, tant qu'à faire, si t'évites Amazon, le petit éditeur, il peut le commander. Il y a droit. Alice Madness Return. Oui, on y a joué beaucoup avec Nova Alexandre à l'époque. On n'était même pas installé ici, on était en appart. C'était notre premier appart. Oui, on y a joué. On a pris des bons fous rires d'ailleurs dessus. Alors moi, je peux pas boycotter Amazon, les gars. Amazon, c'est... grâce à Amazon, mes bouquins sont vendus, en fait. Là où j'ai fait le plus de ventes, c'est sur Amazon. Et j'aime bien cette idée de dire qu'on boycotte Amazon, mais par exemple, à côté de chez nous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, si je veux trouver la première librairie, il faut que je fasse 45 minutes de route, quoi. Donc, 45 minutes aller, 45 minutes retour. En niveau d'essence, on s'y retrouve pas. Voilà. Ah. Merci Nick Fury, qui vient de passer Elf. Yeah! Eh ben, fais de beaux rêves, passe une bonne nuit, et dis coucou au roi des rêves pour nous. Pour écrire un tome, ça m'a pris environ 1 an par tome.
sans compter les recherches et la mise en place. Il y a quasiment 7 ans de travail sur mes 3 premiers tomes, mais maintenant que l'univers est en place, ça aurait dû aller beaucoup plus vite, mais avec la naissance de la pitchoun, j'ai quand même beaucoup moins de temps. Je pense que là, je dois être à quasiment 200 pages du roman suivant. Mais c'est comme ça. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est comme ça. T'as vu mon bouquin dans une boîte à livres? Cool! Ça me plaît, ça. D'ailleurs, j'ai pensé quand j'ai vu le dernier Black Panther à Namor qui est surnommé... Oh, j'arrive pas à le lire. Corculain. Corculain, c'est un personnage au départ mythique irlandais. Voilà. Maëdra qui dit j'habite dans la campagne à 30 km de Tours, je compatis. Mais on est en région parisienne, c'est ouf. Il n'y a plus de librairie. Il n'y a plus rien. Alors vous allez me dire c'est peut-être à cause d'Amazon. Sauf qu'en fait toutes les librairies qu'on a ici, elles ont fermé avant qu'Amazon débarque. Donc non, c'était pas la cause pour le coup. Merci Vanessa. Merci beaucoup pour ton soutien, c'est adorable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cuculcan. Coucoulcan. J'ai pas vu du coup Black Panther 2 encore. Je suis en campagne en Bretagne, il y a 3 librairies. Bah voilà, bah parfait, il faut que tu ailles là-bas. Et c'est vrai que nous, voilà, on a en région parisienne, en fait, les librairies elles-mêmes, ça, y a plus. On en avait 2, il y en a une qui est devenue une PFG, du coup, des pompes funèbres générales, et puis l'autre, c'est devenu quoi d'ailleurs? Un kebab. On peut plus acheter de bouquins, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez les loulous, c'était une belle soirée. On a bien profité. Je suis à Catoland. Dit comme ça surprend. Comment on arrive à je vais répondre quand même à celle-là parce qu'elle est intéressante, je trouve. Et j'ai envie d'aider. Comment on arrive à structurer un récit en chapitres? C'est naturel ou faut modifier son texte après coup? Ça va dépendre de comment t'écris. Il n'y a pas de recette magique. Il faut te laisser aller, mais il faut surtout te dire que ce que t'écris, c'est pas immuable. Si pour le coup tu fais « Oh, je trouve ça moyen », ben c'est pas grave. Tu pourras revenir dessus plus tard. D'ailleurs, il faut, quand on a fini le bouquin, revenir au début, tout revoir pour essayer de garder une cohérence, parce que ton écriture, elle va évoluer aussi au fur et à mesure. Donc voilà. Donc il n'y a pas... moi, ça s'est fait naturellement, les chapitres. Et puis parce que j'aime bien foutre des putains de cliffhangers en fait à la fin des chapitres. Et surtout à la fin des bouquins. D'ailleurs, je me suis fait engueuler à la fin du tome 2 par un paquet de monde. C'est quoi cette fin? Oh, de tome 3 tout de suite? Non, vous attendrez un petit peu. Mais voilà, fais-toi confiance et dis-toi que ce que t'écris, tu pourras toujours le corriger derrière, c'est pas grave. T'es pas en contrôle. Ok? T'as pas un timing à respecter. T'écris. Au pire, tu reviens en arrière. C'est pas grave, si tu changes un truc, tu reviens en arrière. C'est pas grave. Merci Pandalf, merci beaucoup pour ton soutien. Passe aussi une bonne soirée. Et si tu vas te coucher, bah, bon gros dodo. Elle est trop mignonne cette photo de profil. Elle est trop minouche. Oui, la fin du tome 2, c'était pas gentil. Bon, et bah écoutez les loulous, on va aller se coucher. Moi, je vais aller retrouver mon petit bébé et mon petit homme. Et les 3 pitous, ils dorment avec moi, les ronflent comme des patates. Ils sont déjà au dodo. Je vous fais des gros bisous. La semaine prochaine, vous retrouverez Nov Alexandre pour un live jeu vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. En plus, il est bien hypé par le nouveau jeu. Là, il est content, il s'amuse bien. Faites de beaux rêves. Reposez-vous bien. Pour ceux qui préparent les fêtes et qui adorent ça, kiffez votre meilleure vie. Pour ceux qui n'aiment pas les fêtes et qui sont contraints de les préparer, courage, ça va bien se passer. Et pour ceux qui ne préparent pas les fêtes, parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils n'en ont pas la possibilité, parce qu'ils n'en ont pas envie, eh bien vous avez qu'à, vous n'êtes pas obligés en fait. Et vous pouvez vous dire, moi j'en ai rien à foutre des fêtes de fin d'année, je vous emmerde et je fais ce que je veux. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous, merci pour cette super soirée, j'ai passé un délicieux moment, c'était chill et j'ai kiffé. Je vous embrasse fort, je vous aime fort mes loulous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, on vous embrasse très très fort et à très vite. Mouah. Alors, où est-ce que je vais encore réussir à couper? J'ai perdu ma souris, les gars. C'est ce qu'on appelle une fin de live ratée. Bisous. Ciao.